L'histoire commence dans la ville de Shanghai. Dans une pièce calme, une femme aux cheveux bleu vert, Zhan Wangshan, allaite son nouveau-né. Elle dit à son bébé, Shen Shen, combien il a de la chance de simplement manger et dormir, souriant que même si elle perd le sommeil à cause de lui, ça en vaut la peine s'il grandit en bonne santé. À son insu, le bébé n'est pas ordinaire. Il est réincarné et a la conscience de sa vie antérieure. Alors qu'il se nourrit, il note que son cerveau n'est pas complètement développé, mais il est conscient. Un écran de statut bleu de type jeu apparaît, l'identifiant comme Lin Zishan, 33 ans avec un niveau biologique de niveau ordinaire 1. Il réalise qu'il a une capacité de triche spéciale. À 3 mois, Lin Zishan est dans son berceau pendant que ses parents, Zhan Wanqian et Lin Yanqing, le regardent. Son père remarque à quel point le bébé semble doué physiquement, prédisant qu'il deviendra un puissant fusionneur de gènes ou au moins un cyborg. Pendant qu'il parle, Lin Zishan donne des coups de pied. Une notification du système annonce qu'il a donné 10 000 coups de pied, lui accordant l'attribut biologique utilisé et avancé. Cette compétence permet à toute partie de son corps qu'il entraîne de devenir infiniment plus forte dans les limites à base de carbone. Il sent sa force grandir et se demande ce que son père voulait dire par fusionneur de gènes et cyborg imaginant des super-héros. À 4 mois, Lin Zishan a appris à s'asseoir et à ramper. Pour éviter d'effrayer ses parents avec son développement anormalement rapide, il s'entraîne uniquement la nuit. Chaque fois qu'il rampe, son système le récompense avec des points. 1 mois plus tard, à 5 mois, il maîtrise la marche. À 6 mois, il peut enfin s'asseoir et ramper devant ses parents sans que cela ne paraisse trop étrange. En regardant la télévision, un reportage sur des bêtes aberrantes montre des fusionneurs de gènes et des cyborgs unissant leurs forces pour les combattre. Pour la première fois, Lin Zishan comprend que ce monde est très différent de son ancien monde. Il apprend que cette terre a muté, donnant naissance à des créatures terrifiantes appelées bêtes aberrantes. Pour les combattre, l'humanité a développé 2 voies. La première est l'ascension mécanique, où les humains modifient leur corps avec la technologie pour devenir de puissants cyborgs. La seconde est la modification génétique, où les humains fusionnent leurs gènes avec des bêtes aberrantes, devenant des fusionneurs de gènes pour combattre les monstres avec leur propre pouvoir. Réalisant les dangers, le Lin Zishan réincarné décide d'utiliser son système pour grandir en toute sécurité, faire évoluer ses capacités tout en se faisant discret et survivre dans ce monde périlleux. Un jour, la sonnette retentit. Zhan Wangshan ouvre la porte à une femme en robe bleue, Shu Meng, leur nouvelle voisine d'un accent grave côté. Shu Meng présente sa famille, son mari, Shen Jiani, et leur jeune fille, Shen Qing'an, qui sert une poupée. Lin Zishan regarde la petite fille aux cheveux violets. Il reconnaît Shen Xing'an comme son premier ami dans ce nouveau monde, sentant que leurs destins seront un jour étroitement liés. Le temps passe et Lin Zishan se consacre à l'entraînement. À 7 mois, grâce à sa compétence d'utilisation et d'avancement, il a maîtrisé la course, le saut et le langage de base en se parlant à lui-même, gagnant des points de statistiques pour chaque activité. À 8 mois, son entraînement a progressé jusqu'à faire des redressements assis et des pompes dans son berceau. Il veille à ne s'entraîner que lorsque ses parents ne sont pas là. Mais un jour, sa mère, Zhan Wangshan, entre sur le balcon et est choquée de voir son fils de 8 mois faire des redressements assis. Elle se frotte les yeux, incrédule. Cependant, étant une auteure de romans web, elle rejette cela comme une hallucination induite par le stress. Lin Zishan fait immédiatement semblant de dormir, poussant un soupir de soulagement et prenant note mentale d'être plus prudent. Quelques jours plus tard, alors qu'elle lui donne un bain, Zhan Wangshan fait une autre découverte choquante. Elle crie après son mari, Lin Yansheng. Quand il se précipite, elle souligne que leur fils de 8 mois a des abdos définis. Lin Yansheng est stupéfait. Il suggère avec enthousiasme que leur fils pourrait être un prodige unique en son genre avec un avenir brillant en tant que puissant fusionneur de gènes ou cyborg. En entendant ce récit de génie, Lin Zishan est soulagé que son secret soit en sécurité, réalisant à quel point il a de la chance d'avoir 2 auteurs de romans web comme parents. Lin Zishan réfléchit au fait que sur cette terre mutée, il n'est pas le seul génie. Lui et sa mère regardent un reportage sur un enfant de 2 ans d'une famille d'arts martiaux qui peut soulever un haltère de 20 kg d'une seule main. Zhan Wangshan serre son fils contre elle, déclarant fièrement que son Shen Shen est tout aussi incroyable. Lin Zishan est touché par la confiance de sa mère et se demande s'il pourra également soulever 20 kg quand il aura 2 ans. Au moment où Lin Zishan a 2 ans, son entraînement a porté ses fruits. Il a gardé un profil bas tout en développant secrètement sa force, soulevant facilement un poids de 20 kg d'une seule main dans la salle de stockage. Sa session est interrompue lorsque sa mère appelle que Hanan, le surnom de Shen Qing'an, est là pour jouer. Surpris, il pose le poids et sort. Il ouvre la porte et trouve Shen Qing'an, maintenant âgé de 2 ans également, lui offrant une tarte. Lin Zishan remarque intérieurement qu'en raison de leurs différents âges mentaux, ils ne jouent pas de manière conventionnelle. Alors que Hanan est un bambin typique, il utilise chaque instant pour s'entraîner. Il a trouvé une façon unique de passer du temps avec elle. Puisqu'elle aime rester près, elle sert de gilet lesté sur mesure parfait pour ses exercices. Il y a cependant un problème récurrent, dont il se souvient lorsqu'il sent une chaleur humide et crie que Hanan a encore fait pipi sur lui. Une autre année passe. À l'âge de 3 ans, la force de Lin Zishan a augmenté de façon exponentielle et il peut soulever un poids de 40 kg d'une seule main. En regardant la télévision,
il voit un reportage sur un prodige de 4 ans soulevant un haltère de 30 kg et note avec satisfaction qu'il est déjà plus fort. Malgré ses progrès, son système affiche toujours son niveau biologique comme ordinaire de niveau 1. Il se demande ce qu'il faudrait pour atteindre le niveau 2. Avec ces questions en tête, il sort de sa maison pour la première fois. Le monde extérieur est un paysage urbain futuriste époustouflant avec des hommes bêtes et des cyborgs, qu'il suppose être les fusionneurs de gènes et les cyborgs dont il a entendu parler. Accompagné de sa mère et de leurs voisins, Shumeng et Shen Qing'an, il se dirige vers la bibliothèque. Étant donné que ses parents ne le laissent pas utiliser d'appareils électroniques, les livres sont sa meilleure source d'information. À la bibliothèque, sa mère le dirige vers la section pour enfants, mais Linzichan se dirige vers les encyclopédies avancées avec un Shen Xing'an inquiet qui le suit. La mère surveille avec confusion. Shumeng demande pourquoi il aime ses livres, et Zhan Wangxin suppose que ce sont ses gènes de génie. Alors que Shen Qing'an lui offre des biscuits, Linzichan est absorbé par sa lecture. À travers les livres, il apprend que toute vie est classée en 6 niveaux biologiques, ordinaire, avancé, rare, épique, légendaire et mythique, chacun divisé en 9 niveaux. Il réalise que les humains normaux comme ses parents sont au bas de l'échelle, ordinaire de niveau 1, aussi insignifiants que des fourmis comparés aux êtres de niveau supérieur. Cette connaissance allume un feu sous Linzichan. Il doit accélérer son entraînement tout en maintenant sa couverture. Son système l'alerte d'une nouvelle quête. Lisez 100 millions de caractères pour être récompensé par la racine céleste de la sagesse. Excité d'entraîner à la fois l'esprit et le corps, il accepte. Pendant l'année suivante, Linzi peut partager son temps entre l'entraînement physique et la lecture vorace. À 4 ans, lui et Shen Qing'an commencent la maternelle, en se tenant la main avec l'institutrice, Mademoiselle Zhang Mei. Son dur labeur paie. Peu après avoir commencé l'école, il passe au niveau 2 ordinaire. Ses prouesses physiques sont immenses. Il peut soulever un poids de 80 kg d'une main, sauter en hauteur de 1,2 m et courir 100 mètres en moins de 11 secondes. Des stats exceptionnels pour un adulte, et encore plus pour un enfant de maternelle. Un jour, il trouve des enfants autour d'une Shen Xing'an en pleurs, la traitant de pisseuse au lit. Voyant son ami se faire harceler, il sait qu'il doit agir. Il saute de façon spectaculaire au centre des harceleurs. Il lance un regard noir et profère une menace terrifiante. Si quelqu'un harcèle Anan à nouveau, il fera pipi dans son lit tous les jours. La menace enfantine mais menaçante fonctionne. Les harceleurs fondent en larmes, jurant de ne jamais revenir à la maternelle. Shen Qing'an regarde son protecteur avec admiration. Cet acte débloque un nouveau succès, le titre de roi des enfants de la maternelle, et une nouvelle série de quêtes. Il est ravi de pouvoir travailler sur plusieurs quêtes à la fois. 6 mois plus tard, il termine sa quête de lecture. Ayant lu 100 millions de caractères, il reçoit la racine céleste de la sagesse, lui accordant une mémoire eidétique parfaite et une capacité d'apprentissage humaine maximale. Le temps passe, et Sun et Shen Qing'an ont presque 7 ans, posant pour leurs photos de fin d'études à la maternelle. Même pendant les vacances, Linzichan ne se repose pas, étant maintenant assez fort pour s'entraîner avec une barre massive de 200 kg. Pendant les vacances, ses capacités ont atteint de nouveaux sommets. Il pouvait sauter plus de 2 mètres de haut et avait franchi la barrière des 8 secondes aux 100 mètres avec un temps de 7 secondes et 98. Son esprit était tout aussi vif, stimulé par son nouvel attribut. Il avait déjà terminé la majeure partie du programme de l'école primaire. Sa nouvelle vie a commencé à l'école élémentaire Sunshine. Parce qu'il étudiait déjà des matières avancées par lui-même, les compétitions académiques étaient faciles. Il a facilement pris la première place à la compétition académique nationale de l'école élémentaire juste pour débloquer son titre le plus rapidement possible. Chaque fois qu'il avait du temps libre, il donnait des cours particuliers à Shen Qing'an. Bien qu'elle n'ait pas un talent exceptionnel, elle était assidue. Avec son aide, ses notes se sont considérablement améliorées. Et après un semestre, elle était classée 2e de la classe avec Linzichan en première place. Pour accélérer sa quête, il a également participé à des rencontres sportives scolaires, battant tous les records. Juste au moment où il pensait que sa vie scolaire continuerait dans cette routine prévisible, une nouvelle étudiante de transfert spécial est apparue. Le professeur a présenté la nouvelle venue, une fille aux longs cheveux bleus argentés nommée Bexu. Linzichan a immédiatement su qu'elle était différente. Alors qu'elle se tenait dans l'embrasure de la porte, il pouvait sentir une faible aura inhabituelle qui n'appartenait pas à un humain normal. Alors que la nouvelle étudiante de transfert, Bechui, marche pour trouver une place, les autres étudiants la regardent avec curiosité. Shen Xing'an se penche vers Linzichan, qu'elle appelle Xiao Shen, et lui chuchote à quel point les cheveux de Bechui sont jolis, comme des flocons de neige d'hiver. Cependant, Linzichan n'est pas d'humeur à discuter d'esthétique. Alors que Bechui s'assoit près de lui, son esprit est concentré sur l'étrange aura non humaine qu'il ressent chez elle. Il se demande si elle pourrait être un fusionneur de gènes ou la descendante de l'un d'eux. Dans les jours suivants, Bijay se révèle être une énigme. Elle ne parle à personne et pose sa tête sur son bureau dès que le cours se termine, restant immobile. Elle se lève à peine pour aller aux toilettes. Au début, les étudiants sont curieux, prenant même des photos avec elle pendant qu'elle dort. Mais comme son comportement ne change pas, ils perdent tout intérêt et la salle de classe reprend sa routine. Cette paix est brisée plus d'1 mois plus tard.
Un phénomène bizarre commence. Baeksu commence à sécréter un liquide blanc visqueux. La substance a une odeur nauséabonde et coule sur ses vêtements et ses jambes. Les autres élèves réagissent avec dégoût, se plaignant de l'odeur terrible. Un garçon mesquin ricane un commentaire grossier sur le liquide, puis verse sa bouteille d'eau sur sa tête, prétendant qu'il la nettoie. Humilié et trempé, Baeksu serre le poing sur le bureau et des larmes coulent sur son visage alors qu'elle commence à pleurer, ses épaules tremblant de sanglots silencieux. Les harceleurs éclatent d'un rire cruel face à sa détresse. Observant depuis leur bureau, Shen Qinggan se tourne vers Lin Zishan avec une expression inquiète, lui demandant s'ils peuvent aider la pauvre Baesui. Lin Zishan est confus. Il avait senti que Baesui était dangereuse, il ne comprend donc pas pourquoi elle pleure. Il accepte d'aider. Alors qu'il se dirige vers les harceleurs, il réévalue son évaluation. Bien qu'il ne la comprenne toujours pas, il réalise que pour l'instant, elle n'est pas une menace. Elle n'est qu'une fille faible qui se fait harceler, et il doit intervenir. Lin Zishan s'approche du principal harceleur et l'attrape par le col, appelant son nom, Guanshin. Avec un sourire menaçant, il ordonne au garçon d'essuyer l'eau du bureau de Baeksu. Guanshin est terrifié et balbutie qu'il va l'essuyer tout de suite. Les autres harceleurs savent qu'ils ont des ennuis. Lin Zishan est connu à l'école pour être doué à la fois en études et en combat. Même les élèves de 6e année n'osaient pas le provoquer. Sachant qu'il vaut mieux se conformer, ils attrapent rapidement des mouchoirs et nettoient le gâchis. Une fois le bureau propre, le regard de Lin Zekin balaie le groupe. Il ordonne à toutes les personnes impliquées de s'excuser immédiatement auprès d'elle. Les harceleurs, en sueur et terrifiés, s'exécutent rapidement. Ils s'alignent devant son bureau et baissent la tête, offrant des excuses et promettant de ne plus jamais la harceler. Une fois les harceleurs partis, Baeksu lève les yeux encore larmoyants. Elle remercie avec gratitude Lin Zishan et Shen Qinggan. Shen Qinggan pose une main réconfortante sur l'épaule de Baeksu, lui disant que les camarades de classe sont censés s'entraider. À partir de ce jour, Shen Qinggan se donne pour mission de se lier d'amitié avec la fille tranquille aux cheveux blancs, traînant toujours Lin Zishan avec elle. Les trois commencent à passer leur temps libre ensemble. Shen Qinggan est particulièrement gentille, partageant toujours ses collations les plus savoureuses avec Baeksu en premier. Lors d'un de ces moments, alors que Shen Qinggan lui offre une friandise, Baeksu hésite. Elle les regarde et leur demande s'ils ne sont pas dégoûtés par elle parce qu'elle sent si mauvais. Elle explique qu'elle est désolée de ne pas leur avoir fait confiance, mais depuis qu'elle est petite, elle a toujours été mise à l'écart par tout le monde. Que quelqu'un soit gentil avec elle lui semble tellement irréel qu'elle pense qu'elle doit rêver. Baeksu lève les yeux, surprise, lorsque Shen Qinggan lui dit fermement que ce n'est pas un rêve. Shen Qinggan sourit doucement et dit qu'elle sait ce que c'est, donc elle ne serait jamais dégoûtée par elle. Elle déclare que tant que Baeksu le veut bien, elles seront amies pour toujours, entraînant un Lin Zishan légèrement exaspéré dans la promesse. Submergé par l'émotion, Baeksu serre fort Shen Qinggan dans ses bras. Des larmes de gratitude coulent sur son visage alors qu'elle les remercie pour leur gentillesse. Après s'être ressaisie, elle leur dit qu'elle veut leur faire un cadeau en retour. Elle tend un collier avec une paire de crocs de bête, expliquant que c'était un cadeau d'anniversaire de sa mère. Elle le leur donne, en espérant que ce soit un symbole de leur amitié. Shen Qinggan accepte avec enthousiasme, et les trois enfants se tiennent ensemble dans la cour de l'école au coucher du soleil, déclarant joyeusement qu'ils seront amis pour toujours. Cependant, au moment même où leur nouvelle amitié se solidifiait, l'inattendu se produisit. Un jour, Shen Qinggan est stupéfait d'apprendre que Baeksu a été transféré hors de l'école. Lin Zishan le confirme, révélant qu'il l'a vu remplir les papiers de retrait. Il se souvient l'avoir observé depuis l'entrée du bureau du directeur. Il a vu Baeksu avec le directeur et un grand homme intimidant avec des bras cybernétiques. Le directeur a assuré à l'homme que les papiers de Baeksu étaient complets et que ses informations resteraient confidentielles. La rencontre a confirmé les soupçons de Lin Zishan selon lesquels l'identité de Baeksu n'était pas simple. À partir de ce jour, il n'a plus jamais revu Baeksu, se demandant ce qu'elle était devenue. Mais il note que les événements qui ont suivi ont vraiment capté son attention. Quelque temps plus tard, Lin Zishan est chez lui en train de masser les épaules de sa mère, Zhang Guangxin. Elle soupire de soulagement, lui disant que le massage est parfait après une longue journée de frappe. Lin Zishan note intérieurement qu'il a appris des techniques de massage professionnelles, grâce à sa racine céleste de sagesse, et est surpris de son utilité. Leur soirée tranquille est interrompue par un reportage important. Il présente une autre réalisation incroyable du prodige de Kyoto. À seulement 10 ans, le garçon a réussi à fusionner avec des gènes de bêtes aberrantes et peut maintenant soulever un rocher de 500 kg d'une seule main. Lin Zishan reconnaît le garçon et réalise avec un choc que son rival a déjà commencé la fusion génique. Son père, Lin Yansheng, se plaint que le prodige de Kyoto est toujours à la télévision, se demandant s'ils essaient de le transformer en influenceur. Les parents en discutent. Lin Yansheng explique que le garçon est issu d'une famille d'arts martiaux millénaires, ils ont donc probablement une technologie de fusion génique avancée. Zheng Guangxin soutient qu'il est mal d'utiliser un enfant comme cobaye. Son mari rétorque que pour une telle famille, les intérêts familiaux passent en premier, ce qui lui vaut un tu sais tout au sarcastique de sa femme. Pendant que ses parents se disputent, Lin Zishan est plongé dans ses pensées. Il se souvient qu'avant la fusion, le prodige pouvait soulever 100 kg. Maintenant,
Il peut soulever 500 kg, soit une augmentation de 5 fois. En comparaison, Linzeken, à seulement 8 ans, peut déjà soulever un poids de 300 kg d'une seule main sans aucune fusion génique. Il conclut avec un coup de poing confiant que son propre potentiel est bien plus grand. Sa confiance montait en flèche, mais ce sentiment fut de courte durée. Le prochain reportage lui a appris le vrai sens de la peur. Les dernières nouvelles montrent une ville d'un pays voisin complètement dévastée par une énorme explosion. Le reportage indique que, d'après les images, l'attaque a été menée par des rats aberrants géants. L'écran montre des images horribles de rats monstrueux envahissant les ruines, capturant une femme hurlante dans leur mâchoire massive, puis la dévorant brutalement. Le reportage continue, confirmant que des hérétiques étaient responsables de l'attaque de rats aberrants, attisant les flammes depuis l'ombre. Lors d'une conférence de presse, un officiel du pays Sakura dévasté implore l'aide internationale en expliquant que les hérétiques sont un culte obscur manipulant les bêtes. En regardant les nouvelles, Linzéchin apprend que le culte est une organisation anti-humaine de traîtres qui servent les bêtes aberrantes pour leurs propres bénéfices. Il se sent soulagé d'être né dans un pays puissant et stable, lui donnant un endroit sûr pour devenir plus fort tout en se faisant discret. Ses pensées sont brisées par des bangs soniques à l'extérieur. Il se précipite à la fenêtre et tire le rideau pour voir un escadron de cyborgs lourdement armés voler dans le ciel nocturne. Il se demande pourquoi tant de personnes sont déployées, espérant qu'il ne se passe rien de grave. Le lendemain matin, tout semble normal. Linzichan attend Shen Qinggan qui arrive en courant en s'excusant d'être en retard. Alors qu'elle s'approche, il remarque quelque chose d'étrange. Le collier de crocs de bête que Beishuei leur a donné, maintenant porté par Shen Qinggan, émet une lueur bleu vif. Il réalise que le croc provient d'une bête aberrante et est la source de la faible aura non humaine qu'il avait ressentie chez elle. La lueur s'estompe aussi vite qu'elle est apparue, et les deux n'y pensent pas beaucoup. Cependant, entre les cyborgs et la réaction du croc, Linzichan sent que quelque chose de mauvais va arriver. Sur le chemin de l'école, une femme frappante aux longs cheveux roux vêtue d'une robe noire s'appuie contre un lampadaire en les regardant. Elle commente à quel point ils sont adorables et se place devant eux en leur demandant s'ils sont frères et sœurs. Shen Qinggan la corrige fièrement, expliquant qu'ils sont les meilleurs amis d'enfance. La femme sourit avec nostalgie, remarquant qu'elle aimerait aussi avoir un ami d'enfance. Puis son expression devient sinistre. Elle se penche, les yeux brillants, et demande pourquoi ils vont seuls à l'école et où sont leurs parents. Alors que Shen Qinggan commence à répondre, Lindsay peut rapidement lui saisir la main, la coupant. Il l'entraîne, affirmant qu'ils vont être en retard, laissant la femme mystérieuse derrière eux. Une fois à une distance sûre, il gronde doucement Shen Qinggan, lui rappelant de ne pas parler aux inconnus. Elle hoche la tête. Après l'école, Linzichan les conduit à travers une ruelle déserte. Shen Qinggan commente nerveusement à quel point c'est effrayant. Linzichan explique que la zone est prévue pour la démolition et que tout le monde a déjà déménagé. Leur promenade est interrompue par une voix familière. La femme aux cheveux roux du matin apparaît, commentant qu'ils sont enfin sortis de l'école. Elle n'est pas seule. Un grand homme musclé nommé Sheng est avec elle. La femme dit à Sheng qu'elle a les enfants ici. Linzichan est alarmé. Il avait délibérément choisi un itinéraire différent, mais elle les avait en quelque sorte suivis. La femme essaie de les attirer plus près avec une voix douce, leur offrant des friandises. Son complice, Sheng, s'impatiente. Il lui dit d'arrêter de parler et d'assommer les enfants pour qu'ils puissent en finir. Sans un mot, Sheng se précipite vers eux avec un tissu, criant qu'il est pressé de les vendre pour de l'argent. Alors qu'il se rapproche, Linzichan pousse Shen Qinggan hors de son chemin et se prépare à l'affronter. Il serre le poing et lance un coup de poing puissant de toutes ses forces. Le coup atteint directement le visage de Sheng, arrêtant l'homme plus grand dans son élan. L'immense force envoie Sheng voler en arrière dans l'allée avec un cri de douleur. La femme aux cheveux roux regarde avec une incrédulité totale, choquée qu'un écolier puisse envoyer un adulte voler. Au sol, Sheng crache du sang, abasourdi. Sheng étant à terre, Linzichan se tourne vers la femme aux cheveux roux. Avant qu'elle ne puisse réagir, il lui assène un coup de poing solide au milieu du corps, suivi d'un puissant uppercut qui la rend inconsciente. Debout au-dessus des kidnappeurs vaincus, son expression se durcit. Il ramasse une brique à proximité, ses intentions sont sombres. Il se dit qu'en l'absence de caméra dans l'allée déserte, il doit en finir avec eux. S'ils vivent, ses pouvoirs surhumains seront révélés, ruinant son plan de se faire discret et de devenir plus fort. Au moment où il s'apprête à porter le coup final, le sol tremble violemment. Un puissant tremblement de terre secoue l'allée, les prenant au dépourvu. Un instant plus tard, une énorme main griffue fracasse le mur d'un bâtiment voisin. Un rat aberrant géant monstrueux émerge de la poussière et des décombres, les dominant. La bête ignore les enfants et se dresse au-dessus de la femme inconsciente, mais au lieu de la dévorer, elle la décapite d'un rapide coup de griffe. Le rat ramasse ensuite sa tête coupée alors que Shen Qinggan hurle de terreur. Reconnaissant le danger, Linzichan prend Shen Qinggan horrifié dans ses bras. Il lui dit que c'est un rat aberrant géant et qu'ils doivent se mettre en sécurité. Il se retourne et s'enfuit en courant, la portant alors qu'il s'enfuit. Alors qu'il s'échappe, un éclair rouge et or traverse le ciel. Un cyborg féminin avec des cheveux blonds et des oreilles de lapin attachées à son casque plonge dans l'allée. Elle se déplace à une vitesse incroyable, un flot de mouvement alors qu'elle passe devant le rat. Shen Qinggan, regardant par-dessus l'épaule de Linzeken,
s'exclame à quel point le cyborg est incroyablement rapide. Le cyborg atterrit gracieusement derrière le monstre. Face au rat, le cyborg féminin prépare son attaque. Son gantelet brille alors qu'elle charge son arme et annonce une fumée anesthésique. Elle tire des projectiles sur le monstre, provoquant d'énormes explosions qui secouent l'allée. L'Inzichan protège Shen Qing'an de l'explosion. Le rat aberrant est pris dans les explosions enflammées, rugissant de douleur, et est laissé étourdi par la fumée anesthésique. Voyant son ouverture, le cyborg se précipite et achève la bête affaiblie dans un déluge de coups. Plus tard, Lindsay regarde un reportage sur l'incident à la maison. Il analyse le combat en concluant que le niveau de puissance du cyborg n'est probablement pas très élevé. Il se dit qu'elle a dû affaiblir le rat en premier, et il lui a quand même fallu 7 minutes pour le tuer. Il réfléchit au danger des rats aberrants géants, sachant que ce sont des créatures résistantes qui peuvent atteindre plus de 10 mètres de long et atteindre le 5e rang ordinaire. Heureux qu'il se soit échappé indemne, l'incident lui rappelle les dangers du monde. Il décide d'intensifier son entraînement pour se protéger et protéger ceux qui lui sont chers. On le voit plus tard dans son espace d'entraînement en train de faire des squats lestés avec une barre lourde, son système le récompensant avec des points. Bien que la menace des rats aberrants plane, la vie continue. Bientôt, lui et Shen Qing'an célèbrent leur 9e anniversaire avec les deux familles autour d'un grand gâteau. Après avoir fait des vœux, ils échangent des cadeaux. Grâce à sa racine céleste de sagesse, l'Inzichan avait appris à sculpter en une nuit et avait fabriqué une épingle à cheveux en bois complexe pour Shen Qing'an. Elle est folle de joie, la place dans ses cheveux et s'exclame combien elle l'aime. Le temps passe vite, et bientôt l'Inzichan et Shen Qing'an obtiennent leur diplôme de l'école primaire et commencent le collège. Alors qu'ils partent, son système l'informe qu'il a terminé les 9 années obligatoires d'éducation obligatoire, débloquant les titres de roi des enfants de la maternelle et de chien de tête de l'école primaire. Il devient excité à l'idée de débloquer ensuite le titre de suzerain du collège, qui lui accordera l'attribut de survie du plus apte. Pendant la pause, il s'en tient à un programme d'entraînement de haute intensité. Son entraînement comprend 1000 pompes avec un énorme rocher sur le dos, ce qui lui confère d'énormes améliorations de statistiques. Son travail acharné porte ses fruits. Juste avant le début de l'école, après une course de 10 km, son système annonce que son niveau biologique a atteint le 3e rang ordinaire. Ses attributs physiques ont augmenté de façon spectaculaire. Il peut maintenant soulever 700 kg d'une seule main, a un saut vertical de 4 mètres et peut courir le 100 mètres en 6 secondes. Alors que sa puissance augmente, il se demande quel niveau a atteint le prodige de Kyoto. Par coïncidence, un reportage est diffusé à la télévision la veille de la rentrée scolaire. Le reportage révèle que le prodige, maintenant âgé de 14 ans, a fusionné avec des gènes de fourmis géantes et peut soulever un bloc d'alliage de 2000 kg d'une seule main. L'Inzichan calcule que, étant donné que les gènes de fourmis géantes augmentent la force d'un facteur de 4 à 8, la véritable force de levage du prodige sans l'amélioration du gène n'est que d'environ 500. Cela signifie que l'Inzichan est toujours fondamentalement plus fort. Il sourit, imaginant à quel point il deviendra puissant avec la future fusion de gènes. Le lendemain, le collège commence. Parce qu'il était le meilleur élève de la ville, tous les meilleurs collèges ont essayé de le recruter. Il a accepté l'invitation du collège Shanai, mais seulement si Shen Qing'an pouvait être dans sa classe. Lors de l'inscription, ils sont accueillis par le directeur et leur nouveau professeur principal qui exprime à quel point ils comptent sur lui. Après quelques amabilités, il trouve une excuse et part avec Shen Qing'an. La vraie raison pour laquelle il a choisi le collège Shanghai était pour ses excellentes installations sportives. Ils avaient prévu de jouer au badminton sur le terrain de l'école avant le début officiel des cours. Sur le terrain, une Shen Qing'an excitée dit à l'Inzichan, Xiaoshan, il devrait commencer. Elle serre avec une emphase, appelant sa balle courbe d'effet. L'Inzichan attrape facilement le volant en plein vol, mais leur jeu est interrompu. Un groupe d'élèves de niveau supérieur s'approche, et leur chef avec une casquette à l'envers arrache le volant, les informant que le terrain est réservé. Ses amis proposent en se moquant de laisser Shen Qing'an rester et s'entraîner avec eux. Shen Qing'an reste sur ses positions, leur disant qu'ils doivent suivre les règles, et qu'ils étaient là en premier. L'Inzichan, les voyant s'approcher trop de Shen Qing'an, intervient avec une expression froide. Il leur dit de s'éloigner d'elle et leur rappelle la règle du premier arrivé, premier servi. Le chef ricane, déclarant avec arrogance qu'il prend le terrain. Le chef tient le volant et le lance, mais avant qu'il ne puisse servir, l'Inzichan bouge. Il déclare qu'à partir de maintenant, ces règles sont les seules qui comptent. Avec une poussée de puissance, il saute et écrase le volant avec une force incroyable. Le volant traverse le terrain comme une fusée, un flou blanc. Il se déplace si vite que le chef a à peine le temps de réagir. La force de l'impact brise sa raquette et fait voler sa casquette. Les étudiants plus âgés sont sous le choc, en sueur et tremblants. Ils se demandent si l'Inzichan est même humain, se demandant s'il est un hybride génétique. L'un d'eux remarque avec terreur que si le tir avait été un peu décalé, la tête de leur patron aurait été emportée. Complètement intimidés, les étudiants plus âgés s'inclinent profondément en signe d'excuse. Ils disent à l'Inzichan qu'ils comprennent maintenant les règles et qu'ils partiront immédiatement. Ils prennent ensuite une retraite précipitée. Peut-être parce que la nouvelle de l'incident s'est répandue, personne n'a plus jamais osé intimider l'Inzichan ou Shen Qing'an. À part être plus grand avec de meilleures installations,
leur nouvelle vie scolaire était à peu près la même. Sur le plan scolaire, Lin Zichen était très en avance, ayant terminé le programme du collège il y a longtemps. Pendant les cours, il lisait des livres intéressants pour passer le temps. La nuit, après l'entraînement, il utilisait sa racine céleste de sagesse pour apprendre de nouvelles compétences en ligne, se lançant rapidement dans la cuisine, la photographie, la conduite, la natation et divers sports. Pour débloquer le titre de suzerain du collège, il ne s'est pas contenté d'être premier dans toutes les matières. Il a également représenté l'école dans des compétitions nationales. Il se tenait au milieu d'une montagne de trophées. Pour rester discret, il faisait attention à ne pas gagner la première place à chaque compétition. Un semestre s'est écoulé et le titre ne s'était toujours pas débloqué. Cependant, ses performances lui ont valu de nombreuses fans qui ont laissé des piles de lettres d'amour sur son bureau. Il les ignorait. À part donner des cours à Shen Qinggan, il s'est concentré sur le prochain festival sportif scolaire. Il pensait que s'il le dominait complètement, il devrait enfin débloquer le titre. Pour le festival, il ne s'est inscrit qu'à 3 épreuves, le lancer du poids, le saut en hauteur et le sprint, représentant la force, le saut et la vitesse. Il a réalisé un lancer étonnant de 201 mètres au lancer du poids. Bien qu'il se soit retenu pour ne pas paraître trop surhumain, il a quand même facilement remporté la première place dans toutes ses épreuves. Alors qu'il était assis avec Shen Qinggan, admirant sa médaille d'or, il a senti une nouvelle puissance parcourir son corps. Une notification du système est apparue annonçant que, comme ses réalisations surpassaient de loin tous les autres étudiants, il avait débloqué le titre de suzerain du collège. Avec les 3 titres de l'âge scolaire débloqués, la domination des 9 années d'enseignement obligatoire était complète, et il avait obtenu le nouvel attribut biologique, la survie du plus fort. Alors que la puissance le traversait, il réalisa avec satisfaction que le titre s'était enfin débloqué. Alors que Lin Zichen et Shen Qinggan quittent l'école, il considère son nouvel attribut de survie du plus fort. La capacité permet à un prédateur de dévorer l'essence vitale d'autres créatures pour évoluer. Il se demande ce qu'est l'essence vitale, perdu dans ses pensées jusqu'à ce que Shen Qinggan lui demande d'attendre. Revenant à la réalité, il a une idée. Il demande à Shen Qinggan s'il peut emprunter son collier de croc de bête. Elle accepte et le lui tend. Au moment où ses doigts touchent le croc, une notification du système apparaît. Il l'informe qu'il a dévoré une trace de l'essence vitale du papillon géant abyssal, débloquant un nouveau guide avec une progression de 1%. Une image spectrale d'un énorme papillon noir avec des yeux sur ses ailes apparaît autour de lui. Il est stupéfait de réaliser que le croc est une dent de papillon. Cette nuit-là, espérant en apprendre davantage, il recherche le papillon géant abyssal en ligne. À sa grande surprise, la recherche ne donne aucun résultat. Réalisant qu'il devra étudier cette bête exotique par lui-même, il se souvient que Bexu leur avait donné une paire de crocs. Il fouille dans son sac et trouve la deuxième dent. Tenant le deuxième croc, il absorbe une fois de plus son pouvoir. Une autre notification du système confirme qu'il a dévoré une deuxième trace d'essence vitale, mais la progression du guide n'augmente que de 2%. Il regarde le croc avec déception, réalisant qu'il ne reste plus beaucoup d'essence vitale dedans. Il en conclut qu'il doit trouver un autre moyen de débloquer la pleine puissance du papillon géant abyssal. Le lendemain après l'école, pour améliorer son entraînement et assurer une voie d'évacuation rapide contre toute bête anormale, Lin Zichen commence à emmener Shen Qinggan à vélo à l'école tous les jours. Alors qu'il quitte l'enceinte de l'école, un homme l'appelle. Zichen, l'homme en survêtement, les arrête et se présente comme l'entraîneur Go de l'équipe d'arts martiaux de l'école. Il loue la performance de Lin Zichen lors de la rencontre sportive comme la meilleure de l'histoire de l'école. Avec beaucoup d'enthousiasme, l'entraîneur Go l'invite formellement à rejoindre l'équipe, insistant sur le fait que son talent athlétique surpasse ses capacités académiques. Il exhorte Lin Zichen à dire oui, mais lui offre également le temps de se renseigner sur l'équipe avant de se décider. L'entraîneur Go parle si vite et avec passion que Lin Zichen n'a pas l'occasion de dire non. Le saluant de la main alors qu'ils repartent, l'entraîneur leur dit que l'équipe d'arts martiaux est dans la salle C du gymnase et qu'il l'attendra s'il est libre de lui rendre visite le lendemain. Alors que le soleil se couche, Lin Zichen est de retour dans sa chambre, prêt à tester sa nouvelle capacité. Il frappe dans ses mains, écrasant un cafard et un moustique qu'il a trouvé. Il ouvre ses mains pour examiner les insectes morts, mais ne ressent aucune poussée de puissance. Il réalise que tuer de si petites créatures ordinaires n'a pas déclenché la compétence. Il en déduit que seules les bêtes puissantes ou exotiques portent suffisamment d'essence vitale pour être dévorées pour son évolution. Pour vérifier sa nouvelle théorie, Lin Zichen décide de visiter un supermarché qui vend de la viande de bête. Avec Shen Qinggan à l'arrière, il les emmène à vélo en ville. Ils arrivent bientôt à un grand supermarché à plusieurs étages. À l'intérieur, ils traversent les allées, et Lin Zichen remarque que bien qu'il y ait beaucoup de viande de bête, elle est toute préemballée. Il sait qu'il ne peut pas tester sa théorie sans toucher la viande. Juste au moment où il se sent frustré, il entend un boucher faire la publicité de viande de bête fraîchement coupée. Il repère un comptoir avec une pancarte indiquant viande de bête fraîche, non préemballée, sans danger pour la consommation, où un boucher coupe de gros morceaux de viande. Disant à un Shen Qinggan confus d'attendre, il dit qu'il va jeter un coup d'œil à la viande. Il ne s'explique pas davantage, désireux de confirmer ses soupçons, et se précipite au comptoir.
Il tend la main et pose sa main sur une tranche de viande de bête fraîchement coupée. Au moment où il entre en contact, une puissante poussée d'énergie violette coule en lui. Juste comme il le pensait, la viande de bête contient une forte poussée d'essence vitale. Il serre le poing avec excitation, un large sourire sur son visage. Shen Qing'an regarde, perplexe, se demandant pourquoi il est si excité juste en touchant de la viande. Elle l'approche avec un regard d'inquiétude confuse, lui demandant ce que la viande ressent. Essayant de faire bonne figure, Lin Zishan dit nonchalamment à un Shen Qing'an perplexe que la viande est juste plus fraîche que la normale et lui demande si elle veut la toucher aussi. Elle agite frénétiquement ses mains et refuse, disant qu'il l'a suffisamment touchée pour les deux. Ayant confirmé sa théorie, Lin Zishan décide d'acheter de la viande de bête à essayer à la maison, surprenant Shen Qing'an. Il n'est pas surpris par sa réaction, sachant que la viande de bête est incroyablement chère. Même l'option la moins chère, le calmar de l'ombre fantôme, coûte près de 1000 yens par jean. Décidant d'opter pour le calmar, il prend un paquet. Shen Qing'an panique à cause du prix, lui disant que c'est trop cher et qu'il devrait d'abord demander à sa mère. Lin Zishan se contente de sourire et lui caresse la tête pour la rassurer. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, inventant un mensonge selon lequel sa mère lui avait déjà dit d'en acheter beaucoup pour leurs deux familles. Un flashback montre sa mère, Zhan Yuanshan, acceptant joyeusement de préparer un festin. Intérieurement, Lin Zishan admet que si le partage fait partie de son plan, son autre raison plus importante est de tester s'il peut absorber l'essence de vie par la consommation, car il craint que l'absorption directe ne gâte la viande. À la caisse, il achète 3 paquets de calmar fantôme pour la somme considérable de 29,94 yens. La caissière le remercie. En partant, Lin Zishan pense aux prix élevés de la viande et se demande quand ils pourront se le permettre à nouveau. Quand ils ont fini de faire les courses, il est plus de 21 heures. Sachant que la ville a été chaotique ces derniers temps, ils décident de rentrer directement chez eux par sécurité. Sur le chemin du retour, Lin Zishan ne peut s'empêcher de penser à son expérience. Incapable d'attendre, il place discrètement sa main sur le paquet de viande dans le panier. Il ressent immédiatement une poussée familière d'énergie violette. Son système confirme qu'il a dévoré une trace de l'essence de vie du calmar fantôme. Un nouveau guide pour la créature est déverrouillé, mais sa progression n'est que de 0,1%. Une image spectrale du calmar menaçant à plusieurs yeux apparaît dans son esprit. Alors qu'il traverse les rues calmes à vélo, il fait quelques calculs mentaux. Il se rend compte que dévorer une petite quantité de viande n'a déverrouillé qu'une fraction de sa puissance. Il estime qu'il aurait besoin de dévorer 100 jeans pour atteindre 100% sur le guide, ce qui coûterait la somme astronomique de 100 000 yens. Il considère la capacité spéciale du calmar à se dissoudre dans l'eau et à disparaître et décide que cette compétence puissante vaut le prix. Son choix est clair. Il doit gagner une énorme somme d'argent car il ne peut pas demander autant à sa famille. Il se souvient alors de sa deuxième raison d'acheter la viande, pour vérifier si l'absorption de son essence de vie la ferait se gâter. Il jette un coup d'œil au paquet. Ça fait un moment, mais la viande a l'air parfaitement fraîche. Il sourit, ravi que l'absorption de l'essence ne gâte pas la viande. Alors qu'il continue à absorber son pouvoir, sa barre de progression pour le calmar atteint 3%. Sa concentration est rompue lorsque Shen Qing'an crie un avertissement. Il freine brusquement, s'arrêtant à quelques centimètres d'un couple sur la piste cyclable, et s'excuse. Il se reproche de ne pas avoir regardé où il allait, puis se demande pourquoi la voie est si encombrée. Shen Qing'an montre du doigt devant. Il voit une confrontation tendue. Un homme musclé aux cheveux roux tient une femme en otage sous la menace d'un couteau. Shen Qing'an reconnaît l'otage avec terreur comme étant leur professeur, Shao Mei. L'homme crie des menaces à la foule. La zone est encerclée par des policiers qui tentent de désamorcer la situation à l'aide d'un mégaphone. Le capitaine de police retient un officier, Abing, lui disant de ne pas tirer imprudemment. Le capitaine explique que la cible est trop proche de l'otage et qu'il l'utilise comme bouclier, ce qui rend impossible un tir propre. L'officier suggère du gaz soporifique, mais le capitaine le rejette, craignant que cela ne provoque le suspect avant qu'il ne puisse faire effet. Pendant que la police hésite, Lin Zishan décide d'agir. Il ramasse discrètement un petit caillou sur le trottoir et le lance avec une vitesse et une précision incroyables. La pierre frappe l'arme de l'officier Abing, la faisant mal fonctionner. La balle perdue atteint la main du preneur d'otage, le forçant à crier et à laisser tomber son couteau, libérant ainsi le professeur Calmet. Saisissant l'opportunité, le capitaine de police ordonne à son équipe d'intervenir. Les officiers se précipitent et arrêtent rapidement le suspect désarmé, tandis qu'une femme officier réconforte le professeur Cao Mei, terrifié mais indemne. Alors que la situation est maîtrisée, Lin Zishan remonte tranquillement sur son vélo. Shen Qing'an le regarde avec de grands yeux interrogateurs et lui demande s'il a jeté la pierre. Il la fait rapidement taire en disant qu'il devrait partir et parler plus tard, et il s'éloigne en pédalant. Alors qu'ils sont sur le point de s'échapper, une voix leur ordonne de s'arrêter. Le capitaine de police appelle, demandant si Lin Zishan est celui qui a jeté la pierre. Paniqué à l'idée d'être pris, Lin Zishan nie rapidement tout avec un sourire nerveux. Le capitaine les regarde s'éloigner en pédalant, trouvant étrange que quelqu'un ne veuille pas admettre une bonne action. Il murmure à voix haute qu'il y a une récompense pour la bravoure. Le mot récompense attire instantanément l'attention de Lin Zishan. Ayant besoin d'argent,
il freine brusquement, dérape et revient en courant vers le capitaine. Il revient timidement sur son déni, admettant qu'il a jeté la pierre et expliquant que l'argent est vraiment important pour lui. Le capitaine lui dit de venir au poste pour faire un rapport, promettant de l'aider à demander la récompense. Après avoir informé leur famille, Lin Zishan et Shen Xing'an se préparent à se rendre au poste de police. Ils supposent que tout se passera bien, mais alors que la police emmène le suspect menotté, quelque chose tourne terriblement mal. Le visage du suspect commence à se tordre de façon grotesque. La police réalise avec horreur qu'il est un hérétique et qu'il se transforme en un rat aberrant géant juste devant leurs yeux. Le monstre brise ses menottes et se déchaîne, frappant les officiers avec ses griffes massives. Le capitaine de police prend sa radio et ordonne à toutes les forces d'ouvrir le feu, mais de protéger les civils. Les officiers déchargent leurs armes, mais les balles n'ont aucun effet. Un rapport frénétique arrive identifiant l'hérétique comme ayant fusionné avec les gènes du roi Ra et demandant des renforts immédiats. Réalisant le danger, Lin Zetian s'excuse, les attrape tous les deux et les éloigne en leur demandant de courir. Il est soulagé que le monstre ne les poursuive pas, mais il sait qu'ils doivent s'éloigner rapidement. Alors qu'il s'enfuit, une nouvelle silhouette descend du ciel dans une aura violette. C'est une cyborg féminine dans une armure futuriste élégante. Elle assène un coup puissant au rat géant, le faisant chanceler en arrière. Flottant dans les airs, le cyborg, une femme aux cheveux courts et violet foncé, commence à charger un canon laser dans sa poitrine. Avec un ordre de tirer, elle déclenche un faisceau massif et dévastateur d'énergie violette qui engloutit le rat mutant. La créature rugit d'agonie alors qu'elle est complètement désintégrée, ne laissant que des restes calcinés. Lin Zishan regarde, stupéfait par l'incroyable puissance du cyborg. La menace étant écartée, le professeur Cao Mei et Shen Qing'an poussent des soupirs de soulagement. Lin Zishan, cependant, est plus préoccupé par son vélo, notant avec soulagement que l'explosion ne l'a pas touché, ce qui aurait été une perte financière énorme. Alors que la tension retombe, il a une soudaine réalisation. Il regarde dans le panier du vélo et voit que la coûteuse viande de calmar fantôme s'est gâtée, dégageant une odeur nauséabonde. Il comprend maintenant que sa théorie initiale était correcte. L'absorption de l'essence de vie provoque la détérioration de la viande, mais il y a un délai. Tenant une tentacule flasque, il réalise qu'il a besoin d'une excuse et décide de blâmer le combat et l'hérétique maintenant décédé. Se donnant en spectacle, il jette la tentacule gâtée par terre, blâmant bruyamment l'hérétique et l'attaque du cyborg d'avoir fait rôtir la viande. Le professeur Cao Mei le réconforte, disant que l'important est qu'ils soient tous en sécurité. Bien qu'ils prévoient de rentrer chez eux, à la demande du capitaine, ils finissent par se rendre à la station avec l'équipe de sécurité. Ils ne s'attendaient pas à être transportés dans la même camionnette que les restes de l'hérétique. Après l'explosion laser, il ne restait qu'un tas de chair brûlée sur un brancard, et l'odeur était intense. Alors qu'il est assis dans la camionnette malodorante, une autre pensée frappe Lin Zishan. Il se souvient que les crocs de bête de Bexue contenaient encore de l'essence de vie longtemps après la mort de la créature. Une nouvelle possibilité s'offre à lui. Pourrait-il y avoir aussi de l'essence de vie dans ce cadavre? Et si oui, pourrait-il dévorer le gène du roi rat du cadavre pour lui-même? Assis dans la camionnette de police, Lin Zishan se demande quelle quantité du gène du roi rat il peut dévorer du cadavre brûlé de l'hérétique. Décidant de le découvrir, il tend discrètement la main vers les restes. Au moment où il entre en contact, il ressent une puissante vague d'énergie rouge. Son système confirme qu'il a dévoré une trace de l'essence de vie du rat mutant géant, débloquant son guide avec une progression impressionnante de 5%. Il est choqué de la quantité qu'il a absorbée et réalise que la fraîcheur de la source est directement proportionnelle à la quantité d'essence de vie qu'il peut obtenir. L'officier d'escorte, Abing, remarque son mouvement et lui dit de rester tranquille. Lin Zishan prétend rapidement qu'il avait juste besoin de s'étirer. Plus tard, au bureau de la sécurité publique, il sait que si Abing était facile à duper, le capitaine de la sécurité est plus perspicace. Le capitaine informe Lin Zishan qu'il a demandé sa récompense de bravoure, mais l'interroge ensuite plus sérieusement. Il demande comment un collégien à une telle distance et dans un mauvais éclairage a réussi à frapper si précisément la main armée de l'hérétique avec une pierre. Lin Zishan donne une réponse vague, affirmant que c'est parce qu'il entraîne souvent sa main droite. L'étrange réponse laisse le capitaine sans voix. Leur conversation est interrompue lorsque Shen Qing'an crie que sa tante est là. Lin Zishan est surpris de voir ses parents se précipiter dans la gare. Sa mère court vers lui en panique, appelant son nom avec une expression terrifiée. Elle le serre dans ses bras, lui demandant s'il va bien et lui disant qu'il lui a fait une peur bleue. Il essaie de la calmer, la rassurant qu'il va bien et qu'il a même obtenu une récompense de bravoure. Le serrant contre elle, sa mère lui fait promettre que la prochaine fois qu'il y aura un danger, il se cachera d'abord dans un endroit sûr. Elle lui dit les larmes aux yeux que tout ce qu'elle veut, c'est le voir grandir en sécurité. Lin Zishan est visiblement ému par l'inquiétude sincère de sa mère. En partant, Lin Zishan rassure sa mère qu'il se protégera toujours en premier. Le capitaine de police les regarde partir, se demandant toujours les étranges capacités du garçon. En sortant, Lin Zishan croise deux policières qui discutent de l'affaire. L'une remarque que les pervers sont de plus en plus effrontés, et sa collègue révèle que l'hérétique était un étudiant en arts libéraux de l'université de Guangzhouan, victime d'un lavage de cerveau par le culte du dieu Ra. La première policière maudit le culte,
mais la seconde souligne qu'ils doivent éliminer la cause profonde, le roi a autoproclamé. Le nom attire instantanément l'attention de l'Inzéquin. Dans la voiture en rentrant chez lui, il commence immédiatement à faire des recherches sur le culte du dieu Ra sur son téléphone, surpris de trouver une tonne d'informations. Il apprend que la base principale du culte se trouve dans la ville de Shanghai et que la plupart de ses membres sont des parias de la société. Il découvre une information choquante suggérant que le roi Ra veut évoluer vers une forme de vie supérieure et force ses disciples à rassembler des matériaux d'évolution. Cela l'amène à une question glaçante. Le roi Ra, une bête anormale, a-t-il déjà développé une conscience? Ses pensées sont interrompues lorsqu'il jette un coup d'œil par la fenêtre et voit un rat géant, presque de la taille d'un chat sur le trottoir. Pendant un instant, il se demande s'il est lié au roi Ra, mais rejette rapidement l'idée, se disant que dans le sud, les rats de la taille d'un chat ne sont pas si inhabituels. Chassant cette pensée, il réalise à quel point Shen Qing'an a été silencieuse. Il regarde par-dessus et la voit se tortiller mal à l'aise, les genoux serrés l'un contre l'autre. Il comprend immédiatement. Il se souvient que depuis qu'elle est enfant, chaque fois qu'elle est nerveuse ou surprise, elle ne peut pas contrôler sa vessie. Bien que cela soit embarrassant pour elle, Linzichan a toujours pensé que cette réaction particulière pourrait être liée à un potentiel caché en elle. Quand il rentre à la maison, la mère de Linzichan, Zhan Wangshan, est choquée de constater que les presque 3000 yens de viande de bête ont disparu. Linzichan trouve rapidement une excuse, affirmant timidement que pendant l'urgence, il a dû la laisser tomber en s'enfuyant. Sa mère fait immédiatement passer sa sécurité en premier, lui disant d'oublier la viande et que tout ce qui compte, c'est qu'il soit indemne. Linzichan pousse un soupir de soulagement intérieur, heureux d'avoir trompé sa mère. Cependant, son père, Lin Yansheng, est plus têtu. Il annonce qu'il va retourner chercher la viande chère, se vantant qu'un esclave salarié comme lui est coriace. Linzichan essaie de l'arrêter, arguant que c'est trop dangereux et que la viande est déjà gâtée. Son père se méfie, lui demandant comment il pouvait savoir qu'elle était devenue mauvaise. Transpirant nerveusement, Linzichan prétend rapidement que c'était une supposition évidente. Pendant ce temps, de retour au bureau de la sécurité publique maintenant vide, le capitaine de police se demande toujours les étranges événements de la nuit. Alors qu'il fume une cigarette, il ne peut s'empêcher de se demander comment un collégien ordinaire a pu lancer une pierre avec une telle puissance et une telle précision. Soudain, il entend un bruit étrange venant du coin. Ses yeux s'écarquillent sous le choc lorsqu'il voit un rat massif bien plus grand que n'importe quel rongeur normal perché au sommet des classeurs. Avant qu'il ne puisse réagir, le rat géant saute vers le bas. Le capitaine dégaine instantanément son pistolet et ouvre le feu. La confrontation est rapide et violente, se terminant dans un flot sanglant. Le lendemain en classe, Linzichan soupire à son bureau. Réfléchissant à la nuit précédente, il conclut qu'il est encore trop faible par rapport aux puissants hérétiques et à la cyborg. Il doit gagner de l'argent rapidement pour acheter plus de viande de bête comme le calmar de l'ombre fantôme pour remplir la barre de progression de son guide. Il envisage de devenir un influenceur ou de vendre du matériel d'études, mais rejette l'idée car elle est trop tape à accent grave-l'œil et contraire à son objectif de discrétion. Soudain, une idée lui vient. Il se souvient que dans ce monde, les arts martiaux et la fusion génétique sont plus importants que les études. Il décide qu'il est temps d'agir. Plus tard, il se dirige vers la salle de sport où l'équipe d'arts martiaux s'entraîne dans le bâtiment C. Il trouve l'entraîneur Go en train de boire dans un thermos et le salue. Un entraîneur Go surpris lui demande s'il est là pour rejoindre l'équipe ou simplement pour en savoir plus sur elle. Au lieu de répondre, Linzichan se penche et demande discrètement si rejoindre l'équipe offre une chance de participer à des tournois de la ville et si le prix est élevé. L'entraîneur sourit, confirmant qu'il aurait une chance et que les prix valent des dizaines de milliers. Sa principale préoccupation étant réglée, Linzichan serre la main de l'entraîneur et annonce qu'il rejoint l'équipe d'arts martiaux aujourd'hui. L'entraîneur Go l'accueille avec joie. L'entraîneur rassemble l'équipe pour annoncer leurs nouveaux membres. Il présente Linzichan, leur rappelant sa performance de champion de la rencontre sportive. Les autres membres de l'équipe, Zhang Kai, Wang Tianxin, Horaxing, Li Chuton et Han Yigo, se présentent. Finalement, Linzichan se présente. Comme Linzichan n'a pas d'entraînement formel en arts martiaux, l'entraîneur Go démontre des techniques de base de poings et de jambes. L'entraîneur explique que les mouvements ont l'air simples mais sont difficiles à maîtriser, notant que l'élève la plus rapide de l'équipe, Li Chuton, a mis une semaine à les perfectionner. Il encourage ensuite Linzichan à essayer. Linzichan prend une position de départ. Grâce à son attribut céleste de racine de sagesse, qui lui accorde une perspicacité martiale envoyée par le ciel, il a déjà mémorisé et compris chaque détail de la démonstration en la regardant simplement. Alors qu'il pratique les techniques de points, une notification du système lui attribue des points en vitalité, force, dextérité et compétence. Il exécute les mouvements de la main et du poing avec une précision et une vitesse impeccables. Il passe sans transition aux techniques de jambes en effectuant des coups de pied fluides et puissants. Une autre notification du système lui accorde des points pour ses muscles des jambes, sa dextérité et sa compétence. L'entraîneur et l'équipe regardent dans un silence stupéfait. La mâchoire de l'entraîneur se décroche et il manque de faire tomber son thermos, incapable d'y croire. Il se demande comment quelqu'un pourrait apprendre les formes complexes parfaitement après un seul coup d'œil. En regardant la performance impeccable,
une seule pensée se forme dans son esprit. Il doit être un prodige des arts martiaux unique en son genre. Ce soir-là à Shanghai, la mère de Lin Zishan, Zhan Wangshan, l'appelle pour dîner. Il se précipite avec empressement, cuillère à la main, demandant ce qu'elle a préparé. Elle présente fièrement un grand plat de calmar fantôme qu'il voulait. L'arôme est incroyable, et il dit à sa mère à quel point ça sent bon. Elle l'incite à manger pendant que c'est chaud. Il prend une bouchée et loue sa cuisine comme étant la meilleure au monde. Ravie, elle lui dit de manger beaucoup car elle a acheté 3 jeans complets pour lui. Pendant qu'il mange, une notification du système apparaît. Il a dévoré une trace de l'essence de vie du calmar fantôme en le consommant, portant la progression de son guide à 3,01%. Il réalise avec frustration que manger la viande fonctionne tout aussi bien. S'il l'avait su, il n'aurait pas gâché le premier lot en le touchant. Pendant qu'il mange, un reportage attire leur attention. Il s'agit d'une fille de 14 ans, la plus jeune cyborg de l'histoire après avoir fusionné avec un noyau énergétique. Son système énergétique lui confère des capacités surhumaines, soulevant un SUV de 5000 kg d'une seule main, sprintant sur 100 mètres en 3 secondes et sautant de 8 mètres verticalement. En regardant cela, Lin Zishan réfléchit au débat dans son monde. Entre la fusion génétique du prodige de Kyoto et la cybernétique de cette fille, quel chemin est le plus fort? Ses pensées sont interrompues par une autre nouvelle de dernière minute. Il annonce que le capitaine de la sécurité qu'ils ont rencontré, Hui Shinshan, a été tué dans son bureau. Les images de surveillance ont montré qu'il avait été attaqué et dévoré par un rat mutant géant qui s'était infiltré dans le poste. Des médecins sont montrés en train de transporter son corps dans une ambulance. Lin Zishan est horrifié. Il se souvient du gros rat qu'il a vu la nuit précédente et se demande si c'était lié. Il imagine un rat géant se déchaînant dans la ville. La mort du capitaine est un sombre rappel de l'escalade du danger. Regardant intensément, Lin Zishan décide qu'il doit intensifier son entraînement immédiatement. Suite à la mort du chef de la police, Lin Zishan se consacre à un entraînement éreintant. Après un entraînement intense, il peut maintenant sprinter sur 100 mètres en un temps record de 4,61 secondes. Sa puissance physique a grimpé en flèche. Son saut vertical est de 5,3 mètres et il peut soulever un incroyable 1200 kg d'une seule main. En plus de son entraînement personnel, il continue sa pratique des arts martiaux avec l'équipe de l'école, dans l'espoir d'augmenter rapidement sa force pour le prochain tournoi. Le lendemain matin à l'école, il se dirige vers la salle de sport pour s'entraîner avec une Sheng Xingguang curieuse qui l'accompagne. Sur leur chemin, une fille aux cheveux roses salue chaleureusement Lin Zishan et lui offre une bouteille de lait frais. Il refuse poliment, la remerciant, et passe avec Sheng Xingguang, laissant la jeune fille déçue. Son coéquipier, Zhan Kai, observe à distance. Il serre le poing de colère, se sentant vexé que la personne qu'il a battue à la rencontre sportive rejette un cadeau de la fille qu'il admire. Incapable de contenir sa frustration, Zhan Kai se précipite en avant et leur bloque le chemin. Il confronte Lin Zishan, le grondant pour ses mauvaises manières et pour avoir blessé les sentiments de la jeune fille. Lorsque Lin Zishan explique calmement qu'il est allergique au lait, Zhan Kai refuse de le croire et le traite de menteur. Enragé, Zhan Kai pointe Lin Zishan du doigt et le défie à un combat. Il fixe les conditions. S'il perd, il ne dérangera plus jamais Lin Zishan. Mais si Lin Zishan perd, il doit boire toute la bouteille de lait. Juste au moment où le défi est lancé, une nouvelle notification du système apparaît. Une nouvelle mission de réussite a été déclenchée. Vaincre 1000 adversaires différents en compétition formelle pour la survie du trait biologique le plus apte. Un sourire narquois se répand sur le visage de Lin Zishan. C'est l'opportunité qu'il attendait. Entouré d'une aura violette menaçante, il accepte le défi, ses yeux brillants d'anticipation alors qu'il accepte le combat. La nouvelle du duel se répand rapidement dans l'école. 2 élèves décident avec enthousiasme d'aller voir le combat entre le junior populaire, Lin Zekin, et un senior. Au moment où ils sont prêts, la salle de sport est remplie de spectateurs formant un grand cercle autour de la zone de combat. La foule est clairement du côté de Lin Zishan. Beaucoup de ses fans féminines l'encouragent, lui disant de donner une leçon à son adversaire, y compris la fille aux cheveux roses de Pluto qui prépare son téléphone. Zhan Kai ricane, agacé que tout le monde suppose qu'il va perdre. Il admet intérieurement que le talent de Lin Zishan s'est incroyablement développé au cours du dernier mois. Il voit ce duel comme sa dernière chance de remettre le génie montant à sa place et de montrer sa propre force. Contrairement à l'intensité de son adversaire, Lin Zishan semble imperturbable. Il déclare avec désinvolture qu'il doit rentrer dîner et demande s'ils peuvent faire le combat rapidement. Prenant cela comme une insulte, Zhan Kai sourit et accepte d'accorder son souhait. L'entraîneur Go s'interpose pour arbitrer. Il lève la main pour commencer, leur rappelant les règles. Cependant, avant que le combat ne commence, Zhan Kai crie pour qu'ils attendent. Avec un sourire condescendant, il offre un handicap à Lin Zishan. Il souligne qu'il s'entraîne depuis presque 2 ans, alors que Lin Zishan est un novice depuis seulement 1 mois. Pour être juste, il déclare qu'il laissera Lin Zishan faire les 3 premiers mouvements. Lin Zishan accepte simplement. Au moment où il accepte, Lin Zishan explose en mouvement. Il réduit la distance à une vitesse fulgurante, surprenant Zhan Kai. Avant que son adversaire ne puisse lever sa garde, Lin Zishan lance un seul coup de poing dévastateur. Le coup touche avec une force brutale, envoyant du sang voler du nez de Zhan Kai.
Il est mis KO instantanément, s'effondrant inconscient sur le sol du gymnase. Tout le gymnase est stupéfait de silence. La mâchoire de l'entraîneur Go se décroche alors qu'il regarde avec incrédulité, criant que le combat est terminé en un seul coup de poing. Le reste de l'équipe d'arts martiaux et la foule sont tout aussi choqués, qualifiant le résultat de ridicule, incapables de comprendre que le duel était terminé en une seule seconde. Le silence est brisé par un rugissement de célébration. Shen Qing'an lève le poing en l'air, acclamant avec enthousiasme la victoire de Lin Zishan. Les autres filles, y compris celles aux cheveux roses, se joignent à elle, criant à quel point il était incroyable. Debout au-dessus de son adversaire vaincu, Lin Zishan reçoit une notification du système. Il l'informe qu'en battant un rival et en gagnant l'affection du sexe opposé, il a obtenu des droits d'accouplement prioritaires. Plus important encore, la progression de sa nouvelle mission est maintenant 2000. Il réfléchit au fait qu'il a encore beaucoup de chemin à parcourir pour débloquer l'attribut de sélection naturelle. Pour accélérer sa progression, il se tourne vers les membres terrifiés restants de l'équipe d'arts martiaux. Avec un sourire amical mais inquiétant, il suggère qu'ils devraient tous s'entraîner ensemble. Les membres de l'équipe le regardent, le visage pâle d'horreur. Immédiatement, ils commencent tous à trouver des excuses pathétiques. L'un a bachoté pour l'école, la mère d'un autre attend pour le dîner, tandis que d'autres font semblant d'être malades. Avant qu'il ne puisse s'enfuir, Zhang Kai se débat pour se mettre à genoux. Il refuse d'accepter sa perte, accusant furieusement Lin Zishan d'une attaque sournoise et jurant de l'écraser lors d'un match revanche. L'entraîneur Go intervient, disant à Zhang Kai d'accepter sa défaite comme un homme. L'entraîneur se demande ensuite à voix haute si le coup de poing était juste un coup de chance, décidant de tester la théorie sur un autre membre de l'équipe nommé Xiao Lizi. En entendant son nom, un garçon aux cheveux hérissés se fiche de terreur. Bien qu'il adopte une position de combat, il est clairement terrifié, implorant Lin Zishan d'avoir pitié et de ne pas frapper son visage. 10 minutes plus tard, les résultats sont clairs. Plusieurs membres de l'équipe d'arts martiaux sont allongés inconscients sur le sol du gymnase. Lin Zishan se tient au-dessus d'eux, notant qu'il s'est assuré de ne pas y aller trop fort avec eux et qu'ils ont juste échangé quelques coups. Cependant, quand il vérifie à nouveau son système, il est déçu. Mis à part la victoire initiale, aucun des autres entraînements n'a compté pour son succès. Le nombre de rivaux reste à 1000. Il se rend compte qu'un entraînement amical ne suffit pas. Il doit vaincre ses rivaux lors d'une compétition officielle. Alors qu'il pense à cela, une main lui tape sur l'épaule. L'entraîneur Go sourit d'un air maniaque, déclarant que Lin Zishan est un vrai génie. Il s'exclame quand un peu plus d'un mois, le nouveau venu est devenu là de l'équipe, rempli d'une nouvelle confiance. L'entraîneur proclame qu'avec Lin Zishan à la tête, leur école écrasera toutes les autres et remportera la première place au tournoi régional d'arts martiaux de cette année. Alors que l'entraîneur Go célèbre, Lin Zishan a un moment de clarté. Il se rend compte que l'entraîneur a raison. Le prochain tournoi est l'occasion idéale d'affronter de nombreux adversaires officiels à la fois. Il devient déterminé, comprenant que tant qu'il les bête lors d'une compétition officielle, chaque victoire devrait compter pour sa progression. Ses pensées sont interrompues lorsqu'un Zhang Kai vaincu l'appelle par son nom. Après avoir repris conscience, Zhang Kai se lève, pointe Lin Zishan du doigt et accepte formellement sa défaite avec une déclaration de soumission bizarre et trop graphique. Ces étranges paroles laissent tout le monde, y compris Shen Qing'an, l'entraîneur Go et Lin Zishan, complètement choqués et perturbés. Le duel étant terminé, les spectateurs et l'entraîneur s'enfuient rapidement, laissant un Zhang Kai déconcerté seul, se plaignant de ne pas avoir terminé son discours. Dans ce monde, les lycéens doivent choisir entre les arts martiaux ou les études. Compte tenu des dangers du monde, la classe d'arts martiaux est considérée comme le choix supérieur. Déterminé à ne pas être laissé pour compte, Shen Qing'an décide de rejoindre la classe d'arts martiaux et commence à s'entraîner rigoureusement avec Lin Zishan. Leur routine quotidienne est intense. Ils commencent par une course de 3000 mètres suivie d'une heure d'entraînement au corps à corps. Après cela, ils font des redressements assis et des pompes pour développer leur force. Pour conclure chaque session, Lin Zishan donne à Shen Qing'an un massage pour soulager sa tension musculaire. Bien sûr, Lin Zishan ne relâche pas son propre entraînement. Il se pousse à la limite quotidiennement, motivé par l'objectif de gagner le tournoi et de débloquer l'attribut de sélection naturelle le plus rapidement possible. Un mois plus tard, tous leurs efforts sont sur le point d'être testés. Le jour du tournoi régional d'arts martiaux est arrivé, et un Lin Zishan déterminé est prêt à concourir. Le tournoi se déroule dans l'immense gymnase municipal avec une foule immense autour d'un ring de combat central. Dans la zone d'attente, l'ambiance est tendue. L'entraîneur Go examine nerveusement la liste, se plaignant que leur école, Shanghai High, ait tiré au sort un match contre l'équipe la plus forte, Shanghai numéro 1 High. Un autre membre de l'équipe ajoute à l'anxiété, mentionnant que leurs adversaires ont un combattant capable de courir le 100 mètres en moins de 9 secondes, ce qui les fait se sentir dépassés. Sentant le moral bas de l'équipe, Lin Zishan lève calmement la main et se porte volontaire pour se battre en premier. Bien qu'encore inquiet, l'entraîneur Go accepte de laisser son âme monter sur scène. Alors que Lin Zishan entre dans l'arène, Shen Qing'an l'encourage depuis la ligne de touche tandis que l'entraîneur Go crie des encouragements à travers un mégaphone. Lin Zishan se prépare pour le combat. Son adversaire,
un étudiant beaucoup plus grand et musclé de Shanghai numéro 1 AI, s'avance. Il reconnaît le talent de Lin Zishan pour s'être rendu au tournoi en tant que première année. Cependant, son ton devient rapidement moqueur. Il ricane en disant que la scène n'est pas faite pour un petit qui n'a même pas atteint 1,7 m. Fléchissant son biceps, il promet de montrer à Lin Zishan ce qu'est un véritable écart de taille et de puissance. L'arbitre signale le début du duel. Le grand adversaire se précipite en avant, lançant un coup de poing puissant. À son choc, Lin Zishan ne recule pas. Il esquive sans effort le coup et contre-attaque avec un coup de poing rapide à la poitrine de son adversaire. L'impact est dévastateur. La force envoie l'étudiant massif voler en arrière à travers l'arène, le mettant KO. L'annonceur regarde dans un silence stupéfait avant de balbutier une victoire pour Lin Zishan. Sur la touche, Shen Xingan se lève d'un bond, criant que son Xiaoshan est incroyable. Le reste de l'équipe de Shanghai AI explose de joie, envahissant son entraîneur et criant que Lin Zishan est fou, rejetant la force de son adversaire comme un muscle mort. Pendant ce temps, de l'autre côté, l'entraîneur du lycée numéro 1 de Shanghai est furieux. Il réprimande son élève vaincu pour s'être précipité aveuglément sans utiliser son jeu de jambes. De retour sur le ring, Lin Zishan reçoit une notification du système confirmant qu'il a vaincu un autre rival du tournoi, améliorant son classement et portant son nombre d'éliminations à 2000. Il serre le poing, satisfait que ces matchs soient ce dont il a besoin pour progresser. L'entraîneur adverse, déterminé à arrêter cela, appelle son prochain combattant, un garçon nommé Shen Feng, et lui ordonne d'écraser la première année le plus rapidement possible. Shen Feng accepte calmement. Il monte sur scène et prend une position de préparation, paraissant beaucoup plus calme que le dernier combattant. L'annonceur signale le début du deuxième duel. Shen Feng montre immédiatement sa technique supérieure, se déplaçant avec une vitesse incroyable et lançant une rafale d'attaque. Lin Shen part calmement l'assaut, bloquant un coup de pied puissant avec une seule main. Cependant, la force de son bloc envoie Shen Feng tournoyer sauvagement dans les airs avant qu'il ne s'écrase violemment sur le sol de l'arène, inconscient. Les médecins se précipitent avec une civière et emmènent Shen Feng, déclarant qu'il a besoin d'un scanner cérébral. La foule est perplexe. Ils murmurent entre eux, se demandant ce qui vient de se passer et spéculant que l'étudiant de Shanghai AI doit avoir une chance folle. Certains spectateurs en colère crient que le tournoi doit être truqué, exigeant un remboursement. Cependant, l'entraîneur du lycée numéro 1 de Shanghai en sait quelque chose. Se prenant la tête de désespoir, il réalise avec une horreur naissante que ce n'est pas de la chance. La première année de Shanghai AI est la réalité. De retour dans la zone d'attente, l'entraîneur a une nouvelle stratégie. Il appelle son prochain combattant, un garçon aux cheveux hérissés nommé Gao Fei, et lui donne l'ordre strict de se concentrer entièrement sur la défense, l'avertissant qu'il ne peut pas se permettre de perdre. Gao Fei, cependant, déborde de confiance. Il dit calmement à son entraîneur de ne pas s'inquiéter, lui assurant qu'il gagnera. Alors qu'il se dirige vers le ring, Gao Fei rejette intérieurement les victoires de Lin Zishan. Il croit que son adversaire n'est pas fort et n'a gagné que grâce à des astuces. Avec sa vitesse supérieure, courant le 100 mètres en moins de 9 secondes, et une plus grande expérience, il est certain qu'il ne peut pas perdre. La foule est en effervescence. Les spectateurs discutent de la réputation de Gao Fei, s'émerveillant de sa vitesse. Une personne mentionne que son père est un utilisateur de fusion de gènes, expliquant ainsi ses capacités améliorées. Le consensus est que l'impressionnante course de Lin Zishan est sur le point de se terminer, bien qu'il reconnaisse son grand potentiel. L'annonceur signale le début du duel. Ignorant les instructions de son entraîneur, Gao Fei passe immédiatement à l'offensive, se jetant sur Lin Zishan avec un coup de pied puissant. Il enchaîne avec des frappes rapides, libérant sa technique spéciale, le point de roche brisant l'eau courante. Son entraîneur regarde avec fureur, criant à son élève désobéissant d'attaquer. Gao Fei se moque de la défense, croyant qu'un génie comme lui n'en a pas besoin. Pendant ce temps, Lin Zishan, évitant facilement les coups, trouve la technique intéressante et décide de l'apprendre sur le champ. Gao Fei est de plus en plus frustré car il ne parvient pas à porter un seul coup. Il s'arrête à bout de souffle et exige de savoir comment Lin Zishan esquive ses attaques. Impassible, Lin Zishan demande calmement s'il a d'autres mouvements, le narguant. Enragé, Gao Fei déchaîne une autre rafale désespérée de coups de poing. Voyant les mêmes mouvements prévisibles, Lin Zishan décide que le temps de l'observation est terminé. Il pense, très bien alors. Terminons. Il esquive sans effort le dernier coup de poing et contre-attaque avec un seul coup de pied puissant au milieu du corps de Gao Fei, mettant fin au match instantanément. La foule est une fois de plus laissée dans un silence stupéfait et sans voix. Le silence est brisé par des acclamations tonitruantes des supporters de Shanghai AI. L'entraîneur Go et Shen Xingan sont ravis, criant que leur Xiaoshan est une bête et célébrant sa 3e victoire consécutive. Le reste du tournoi se déroule tout aussi facilement. Les prochains adversaires sont encore plus faibles. Il bat sans effort chacun d'eux, et bientôt il a à lui seul anéanti les 5 combattants de l'équipe adverse. Au cours des 2 jours suivants, l'histoire est à peu près la même. Il poursuit sa performance dominante, éliminant 2 autres écoles à lui seul. Grâce à son incroyable performance, il mène avec succès Shanghai AI à la victoire du championnat. Lui et son équipe posent fièrement avec leurs médailles et leurs trophées. Cependant,
lorsqu'il vérifie son système, son nombre de rivaux n'est que de 16 000. Il réalise avec déception qu'à ce rythme, il faudra des années pour débloquer l'attribut de sélection naturelle. Malgré sa lente progression dans la quête, il y a une lueur d'espoir. Il ne s'attendait pas à ce que l'entraîneur Go soit aussi généreux, mais il reçoit l'essentiel de l'argent du prix du tournoi, soit 20 000 yuan. En combinant cela avec l'argent des prix des compétitions académiques, il a maintenant environ 30 000 yuan. Cet argent ne dure pas longtemps. Il le dépense immédiatement au supermarché pour un approvisionnement massif en viande de calmar fantôme. Pendant les semaines suivantes, il dévore la viande chère à chaque repas. Après avoir consommé 30 jeans, sa progression de déverrouillage du codex pour le calmar fantôme atteint 33%. Son entraînement intensif et sa consommation de viande de bête portent leurs fruits. Au cours de sa deuxième année de collège, il passe au niveau suivant, passant du niveau 3 ordinaire au niveau 4. Ses capacités physiques atteignent de nouveaux sommets. Il peut maintenant soulever sans effort 18,90 kg avec une seule main, sauter de 5,65 mètres verticalement et sprinter sur 100 mètres en seulement 4,49 secondes. Le temps passe vite, et bientôt, lui et Shen Xingan obtiennent leur diplôme de la division du collège de Shanghai. Cependant, lorsque les résultats de l'examen d'entrée au lycée sont publiés, leur chemin semble destiné à diverger. Une Shen Xingan au cœur brisé est assise dans sa chambre en pleurant. Elle demande à Lin Zishan pourquoi. Après tous ses efforts, ils ne peuvent plus aller au même lycée. Il explique que bien qu'il soit classé premier en arts libéraux et en arts martiaux, ses notes académiques étaient excellentes, sa note en arts martiaux n'était pas assez élevée pour la classe d'élite de Shan. Alors qu'il réconforte la pleurante Shan Xingan, elle demande ce qui va se passer maintenant. Il lui dit que le directeur de Shanxing vient chez lui, probablement pour le recruter, et lui demande si elle viendra. Se sentant désespérée, elle répond en larmes que cela n'a rien à voir avec elle car le directeur ne vient évidemment que pour lui. Prenant sa main, Lin Zishan la tire vers le haut et la fait sortir de la pièce. Il lui dit de ne pas s'inquiéter. Il a un plan. Il révèle sa seule condition pour rester à Shanghai. Shen Qing'an doit être son camarade de classe. Comme promis, le principal du lycée de Shanghai rend visite à Lin Zishan à son domicile. Elle, sa mère et Shen Qing'an discutent de son avenir pendant plusieurs heures avec le principal, qui exprime à quel point elle souhaite qu'il reste dans son école. À la fin de la réunion, le principal se lève pour partir. Comme offre finale, elle dit à Lin Zishan que s'il accepte de rester, elle lui accordera toute requête qu'il aura. Saisissant l'occasion, Lin Zishan énonce sa seule condition. Shen Xingan doit être autorisé à continuer dans la même classe que lui. Le principal regarde la nerveuse Shen Xingan et confirme son nom. Sans hésitation, elle accepte. Avec un sourire, elle leur dit à tous les deux de se présenter ensemble au lycée de Shanghai pour la nouvelle année scolaire. Rempli de joie, Lin Zishan et Shen Xingan la remercient. Avec son avenir au lycée assuré, Lin Zishan participe à son dernier tournoi d'arts martiaux au collège. Comme prévu, sa puissance écrasante mène facilement son équipe à un autre championnat. Il décide d'utiliser l'argent du prix pour enfin débloquer le codex du calmar fantôme. Il n'était qu'à 20% de la fin, et le nouvel argent du prix était suffisant pour maximiser la barre de progression. Ne sachant pas ce qui pourrait arriver, il se rend dans une forêt isolée à l'extérieur de Shanghai pour plus de sécurité. Décidant de ne pas perdre de temps, il commence à dévorer l'essence de vie de la dernière viande de calmar. Une puissante énergie bleue l'entoure alors qu'une notification du système confirme qu'il absorbe une grande quantité d'essence. Ses yeux s'écarquillent alors qu'il ressent une dernière poussée de puissance, et la barre de progression du codex atteint 100%. Une nouvelle notification annonce qu'il a débloqué le codex du calmar fantôme et obtenu un nouvel attribut biologique, la bénédiction de l'affinité liquide. La capacité améliore son affinité avec l'eau, lui permettant de se déplacer librement et même de disparaître dans les environnements aquatiques. Cependant, alors que le pouvoir s'installe, il se tient dans la forêt tranquille en tenant les tentacules de calmar flasque et sent que sa nouvelle capacité est plutôt décevante. Se sentant toujours déçu, Lin Zishan teste sa nouvelle capacité dans un étang voisin. Il constate que sa bénédiction de l'affinité liquide a quelques avantages. Il peut tremper pendant de longues périodes sans que sa peau ne se ride, et la natation est beaucoup plus facile avec une résistance à l'eau réduite. Cependant, il n'y a pas d'autres effets notables. Il s'assoit dans l'eau et se dit que, puisque le calmar fantôme est une bête de bas niveau, il est juste que la capacité ne soit pas très puissante. Il décide que, pour obtenir de meilleurs attributs, il devra soit économiser pour de la viande de bête de qualité supérieure, soit devenir assez fort pour chasser lui-même de puissantes bêtes mutantes sauvages. Le souvenir des terribles rats mutants géants renforce sa détermination, et il serre le poing, déterminé à devenir plus fort. Moins d'une semaine avant le début de l'école, la mère de Lin Zishan et la famille de Shen Qing'an décident de partir en voyage. Pour mieux étudier sa nouvelle affinité liquide, Lin Zishan suggère d'aller à la plage. Alors qu'ils se tiennent dans l'océan, Shen Qing'an frissonne et se plaint que l'eau de mer est froide. Lin Zishan, cependant, se sent parfaitement à l'aise. Il lui dit de s'y habituer, puis plonge dans l'eau, nageant à une vitesse incroyable. Alors qu'il bouge, son système le récompense avec des points de statistiques pour la natation et la plongée. Depuis le rivage, une Shen Xingan nerveuse l'appelle, lui demandant de lui apprendre à nager.
Lin Zishan sort la tête de l'eau, se souvenant soudainement que son ami d'enfance ne sait pas encore comment faire. Il commence patiemment à lui enseigner les bases. Compte tenu de son talent athlétique moyen, il suppose qu'elle aura du mal. Cependant, Shen Qingyan lui prouve le contraire. Elle s'exclame avec enthousiasme que la natation est étonnamment facile et qu'elle l'a apprise tout de suite, plongeant sans effort. Elle nage avec grâce et fait surface avec un regard de choc, surprise de pouvoir plonger sans aucune instruction. Lin Zishan regarde avec choc une étrange aura bleue d'eau qui semble émaner d'elle. Après avoir fait surface, elle lui dit avec enthousiasme à quel point elle se sent bien. Elle note que, bien que l'ouverture des yeux sous l'eau pique généralement, elle ne ressent aucune gêne. En fait, elle trouve ça cool et agréable. Ces paroles laissent Lin Zishan plonger dans ses pensées. Il la regarde s'éloigner, trouvant la situation inhabituelle. Il en déduit que, même avec un talent naturel pour l'eau, il est impossible qu'elle ait maîtrisé toutes les compétences si instantanément. Son apprentissage rapide n'est tout simplement pas normal. Soudain, une prise de conscience l'envahit. Il se souvient de son problème de pipi au lit de toujours lorsqu'elle est nerveuse. Il se demande si cette faiblesse n'est pas en réalité le signe d'une puissante affinité innée avec l'eau avec laquelle elle est née. L'idée l'excite. Il est convaincu qu'elle possède peut-être une sorte de corps de culture spéciale, comme un personnage des romans Xianxia de ses parents. Pour tester sa théorie, il continue à plonger. Sa performance le choque encore plus alors qu'ils explorent le monde sous-marin. Il note qu'ils retiennent leur souffle depuis plus de 10 minutes, un exploit incroyable pour une débutante comme Shen Qingyan. Pendant qu'il nage, l'expression de Shen Qingyan change soudainement. Un étrange son tourbillonnant commence à vibrer dans l'eau autour d'elle. Les deux lèvent les yeux en essayant de trouver la source. Ils font surface brusquement, et Shen Qingyan crie alors que l'eau bleue brillante tourbillonne autour d'elle. Plus tard dans la nuit, alors qu'ils se promènent le long de la plage, Lin Zishan lui demande ce qui s'est passé. Frissonnante, elle explique que sous l'eau, elle n'arrêtait pas d'entendre des sons étranges et effrayants juste à côté de son oreille. Il la réconforte et lui demande quel genre de son. Elle lui dit qu'elle ne comprenait pas la langue, mais que c'était une voix féminine qui résonnait sans arrêt jusqu'à ce qu'elle fasse surface. Pour aider une Shen Qingyan effrayée à se calmer, Lin Zishan la ramène à leur chambre d'hôtel. Plus tard, il recherche en ligne des informations sur l'étrange voix féminine, mais ne trouve aucun résultat. Inquiet et incapable de dormir, il utilise son énergie agitée pour s'entraîner. Alors qu'il effectue 1000 redressements assis lestés, il ressent une soudaine poussée de puissance. Une notification du système annonce que son travail acharné a porté ses fruits. Il est passé au 5e niveau ordinaire. Surpris mais ravi, il considère sa nouvelle force. Il se rend compte qu'au 5e niveau, il est assez puissant pour rivaliser avec un rat mutant géant adulte. Une lueur déterminée apparaît dans ses yeux alors qu'il serre le poing, confiant que déchirer la bête avec ses mains n'est plus impossible. Désireux de tester ses nouvelles limites, il se rend sur la plage vide la nuit. L'augmentation des statistiques est immense. Son temps de sprint de 100 mètres est tombé à seulement 3 secondes 64, et son saut vertical a augmenté à un incroyable 6,98 mètres. Pour tester sa force, il trouve une voiture à proximité et découvre qu'il peut maintenant soulever le véhicule de 1600 kg d'une seule main. Avec ces nouveaux progrès, sa vie avance. Les vacances se terminent, et Shen Qingyan et lui commencent le lycée à Shanghai. Pour leur premier jour, ils arrivent tôt pour leur tâche de classe. Deux nouvelles camarades de classe le reconnaissent immédiatement et chuchotent avec excitation à quel point il est beau et la chance qu'elles ont d'être de service avec lui. Bien qu'il soit surpris que ses camarades de classe le connaissent, quelque chose d'encore plus inattendu se produit. Le simple fait d'accomplir une tâche de classe déclenche une nouvelle quête du système. La tâche exige d'accomplir 1000 tâches coopératives pour un nouvel attribut biologique, l'animal social. Alors qu'il nettoie la salle de classe avec Shen Qingyan, il se demande ce que fera ce nouvel attribut. Comme l'année scolaire vient de commencer, il en profite pour se rendre au supermarché Mammoth après l'école. Maintenant qu'il a débloqué le codex de la sèche-ombre fantôme, il sait qu'il est temps de choisir une nouvelle cible pour sa capacité. Alors qu'il parcourt le rayon de viande de bête coûteuse, ses yeux se fixent sur un nouvel article. Dans l'une des vitrines réfrigérées se trouve la tête emballée d'un aigle géant sauvage au prix de 19,98 yuan par jean. Un sourire impatient se répand sur son visage alors qu'il ramasse l'emballage, prenant sa décision. Ce sera sa prochaine cible. L'aigle géant sauvage est une bête anormale de niveau supérieur à la sèche-ombre fantôme. Il a une vision incroyablement puissante, 30 fois plus forte que celle d'un humain normal, ce qui en fait un chasseur redoutable capable de capturer avec précision même les proies les plus rapides. De retour dans sa chambre, Lin Zishan examine la viande d'aigle. Il en conclut que débloquer son guide est un objectif valable car sa vision améliorée fournirait un avantage de combat considérable. Il note également que son prix de 1998 yuan par jean en fait l'une des options les plus abordables. Il pose sa main sur la viande, et une énergie bleue l'entoure alors que son système confirme qu'il a dévoré une trace de l'essence de vie de l'aigle géant sauvage, débloquant 1% de son guide. Après quelques calculs, il réalise que puisqu'un jean de viande ne fournit que 1% de progression, il devra dépenser plus de 200 000 yuan pour débloquer complètement le guide. Il comprend que les prix des tournois lycéens sont beaucoup plus élevés qu'au collège.
Avec une détermination renouvelée, il décide qu'il doit travailler plus dur dans les compétitions pour gagner l'argent nécessaire pour débloquer le codex de l'aigle géant sauvage avant sa 2e année. Avec la fin des vacances d'été, la vie lycéenne de Linzichen à Shanghai commence. Le premier jour, les professeurs se présentent, le professeur d'arts martiaux et de classe, le professeur de modification mécanique, le professeur de fusion génétique et le professeur de survie en milieu sauvage. Après leur présentation, ils demandent aux élèves de se présenter. Plusieurs élèves passent en premier. Une fille aux longs cheveux violets, Chu Yuton, dit que sa spécialité est dans les arts. Elle est suivie d'une fille énergique aux cheveux roses, Zhong Yijia, qui partage son amour pour l'anime, le cosplay et le sport. Ensuite, un garçon nommé Peng Yuoguang dit qu'il aime jouer à des jeux vidéo à la maison. Bientôt, c'est au tour de Shen Xingan. Être le centre de l'attention la rend extrêmement nerveuse. Avec un visage rouge, elle parvient à dire que son nom est Shen Xingan, qu'elle aime dessiner et demande à tout le monde de la guider à l'avenir. Finalement, c'est au tour de Linzichen. Sa présentation est la plus courte et la plus directe. Il se lève simplement et déclare son nom, demandant le soutien de tous. Après les présentations, le temps passe vite. Une nouvelle camarade de classe aux cheveux bruns s'approche de Shen Xingan qui a l'air surprise. La fille demande à Shen Xingan sa note à l'examen d'entrée. Shen Xingan répond nerveusement qu'elle a obtenu 709 points, puis demande à la nouvelle fille, Chu Rui, sa note. Chu Rui est impressionné, s'exclamant que la note de Shen Qing'an est supérieure de plus de 10 points à ses propres 698. Chu Rui demande ensuite à propos de la partie condition physique, admettant qu'elle n'a obtenu que 95 points sur 100. Cette question rend Shen Qing'an extrêmement mal à l'aise. Elle balbutie que sa note n'était pas aussi bonne, paniquant intérieurement parce que sa note de 79 était si basse, elle a failli ne pas entrer dans la classe d'élite et se sent trop gênée pour le dire à voix haute. Ne comprenant pas l'indice, la persistante Chu Rui continue de deviner si Shen Qing'an a obtenu 94 ou 93. Shen Qing'an, baissant les yeux de honte, lui dit doucement que c'était encore plus bas. Chu Rui continue de deviner des notes dans les basses 90, rendant Shen Qing'an encore plus confuse. Soudain, une main claque sur le bureau entre elles, surprenant Xiao Rui. C'est Linzichen. Il se penche doucement et demande à la fille confuse s'il peut l'ajouter sur Ocha. Surprise et ravie qu'un beau garçon lui accorde de l'attention, elle accepte avec empressement. De son siège, Shen Xingan pousse un soupir de soulagement, reconnaissante que Linzichen l'ait sauvé de la conversation maladroite. Linzichen se tourne ensuite vers un autre camarade de classe, Yu, et demande également à échanger des informations de contact. Après les avoir ajoutées, il crée un groupe de discussion à 4 personnes. Une notification du système confirme immédiatement qu'il a créé un groupe avec succès, accomplissant une autre tâche coopérative. Sa progression pour cet exploit d'animal social est maintenant de 2 sur 1000. Il se dit que cette quête est étonnamment facile. Après avoir créé le groupe de discussion, les 4 nouveaux amis commencent à faire connaissance. Yu révèle qu'il vient de la ville voisine de Nanyuan et qu'il est issu d'une prestigieuse famille d'arts martiaux qui dirige un dojo. Il mentionne même fièrement avoir terminé 8e au concours d'arts martiaux pour les jeunes de la ville de Nanyuan. Xiao Rui partage que sa famille possède une chaîne de magasins de vêtements, ce qui la rend riche. Après que Linzichen et Shen Xingan aient également partagé leurs antécédents, les 4 deviennent rapidement un groupe très uni. Alors qu'ils commencent à se sentir à l'aise, Yu demande aux autres de deviner qui est l'élève le plus fort de leur classe. Chu Rui pointe immédiatement du doigt Linzichen, devinant que ce doit être lui puisqu'il a été le meilleur marqueur à l'examen d'entrée pour tout leur district. Cela choque Yu, qui n'avait aucune idée que son nouvel ami était si accompli. Cependant, Linzichen suggère humblement qu'être le meilleur marqueur ne fait pas nécessairement de quelqu'un le plus fort. Il révèle un fait surprenant. Le directeur avait dépensé beaucoup d'argent pour recruter 2 élèves exceptionnellement puissants de la ville de Nanyuan pour leur classe. Yu pointe ensuite du doigt les 2 élèves. Le premier est un garçon aux cheveux blonds, Wang Xuoji, le 3e élève classé de la ville de Nanyuan, qui peut courir le 100 mètres en 7,98 secondes. Le second est un grand garçon musclé, Lu Gang, qui a une immense force naturelle et peut facilement soulever une barre de 300 kg d'une seule main. Shen Xingan et Chu Rui sont visiblement impressionnés et intimidés. Linzichen, en revanche, reste complètement calme. Intérieurement, il se moque de leur réalisation, sachant qu'il avait dépassé ses chiffres à l'école primaire. Bientôt, la cloche sonne à nouveau, et le prochain cours est pour la distribution des manuels. Il y a 4 matières principales pour le semestre, les arts martiaux, la fusion génétique, la modification mécanique et la survie en milieu sauvage. Comme Linzichen avait déjà étudié tout le matériel par lui-même, il décide d'utiliser le temps libre pour trouver un endroit isolé pour s'entraîner. Alors qu'il s'entraîne, ses pensées se tournent vers les menaces plus importantes. Il se souvient que le dangereux culte du dieu Ra est toujours actif. La police n'a capturé que quelques hérétiques de bas niveau, mais le puissant roi Ra, leur chef, est toujours en liberté. Cette sombre réalité alimente sa détermination. Il serre le poing, résolu à augmenter sa puissance le plus rapidement possible et à atteindre au moins le 6e niveau, un niveau qu'il croit assez fort pour affronter même le roi des rats. Le premier cours pratique est la survie en milieu sauvage. Le professeur, Shi Shanbei,
rassemble les étudiants dans une zone boisée et demande si quelqu'un sait faire du feu en perçant du bois. Yu murmure que c'est une compétence inutile. À la surprise générale, Wang Shuji et Lu Gong s'avancent et réussissent à allumer des feux en utilisant la méthode primitive. Le professeur est impressionné et demande comment ils ont appris. Lu Gong explique qu'il a appris dans un camp d'été, tandis que Wang Shuji dit qu'il a appris tout seul en regardant des vidéos en ligne. Une fois qu'ils ont terminé, Lin Zishan enseigne facilement la même technique à son propre petit groupe, et il la maîtrise rapidement. Plus tard, en cours d'arts martiaux, le professeur, Yao Yuanfeng, annonce qu'il va leur enseigner une technique spéciale de respiration et de cultivation. Une fois de plus, Wang Shuji et Lu Gong déclarent haut et fort qu'ils l'ont déjà apprise, se faisant remarquer devant la classe. Bien que leur démonstration soit un peu maladroite, ils y parviennent. Lin Zishan, qui connaît déjà ses compétences, décide de rester discret. De cette façon, plus d'un mois se passe sans incident. Un jour, en cours de modification mécanique, le professeur, Cai Yuanfei, annonce un test pour vérifier leur progrès. Pour les motiver, il révèle des prix en espèces pour les 3 premiers, 888 yuan pour le premier, 666 pour le deuxième et 333 pour le troisième. Les yeux de Lin Zishan s'illuminent lorsqu'il entend parler de l'argent du prix, réalisant que la récompense de la première place est presque suffisante pour acheter la moitié d'un jean de la viande d'aigle géant sauvage coûteuse. Avec tout le monde motivé, la classe commence l'examen. Par coïncidence, le professeur de fusion génétique, Liu Durin, a la même idée et lance également un examen surprise avec la même structure de prix. Après les 2 examens difficiles, les étudiants sont épuisés. Et YO s'effondre sur son bureau en gémissant. Les autres étudiants se plaignent de la difficulté des questions. Une fille déplore qu'elle espérait obtenir un 90, mais qu'elle aurait de la chance d'obtenir une note de passage de 60. Pendant que tout le monde se plaint, Wang Shuji et Lu Gong commencent à se vanter avec désinvolture. Lu Gong demande à Wang Shuji comment il s'en est sorti. Wang Shuji répond avec confiance qu'il devrait obtenir un 95 car il n'a eu des difficultés qu'avec la dernière partie de la question finale. Lu Gong acquiesce nonchalamment, déclarant qu'il est dans le même bateau et qu'il s'attend également à un 95. En écoutant leur échange arrogant, Yu les regarde avec fureur, serrant les poings en pensant à quel point il a envie de leur donner un coup de poing. Le professeur annonce les résultats du test d'augmentation mécanique. Il lit les scores, révélant que Go Yunling a reçu 52 points, tandis que Shen Xingan a réussi avec 61. Shen Xingan dit avec enthousiasme à Lin Zishan qu'elle a réussi, et il la félicite pour son travail acharné. Le professeur continue en annonçant que Yu a obtenu un impressionnant 88 points. Ses amis le félicitent, et il répond humblement qu'il a juste eu de la chance, promettant de leur offrir un repas avec son prix de 3e place de 333 yuan. Ensuite, le professeur confirme que Lu Gong et Wang Shuji ont tous deux obtenu un 95 comme il l'avait prédit, les félicitant de n'être qu'à une question d'un score parfait. Wang Shuji affirme avec confiance qu'avec 10, il aurait pu résoudre le problème final, et Lu Gong est d'accord. En les écoutant se vanter, Yu est frustré, mais se console en pensant que la 3e place est toujours la sienne. Cependant, le professeur révèle ensuite un résultat choquant. Malgré la difficulté du test, un étudiant a obtenu un score parfait, Lin Zishan avec 100 points. Wang Shuji et Lu Gong sont stupéfaits et crient que le résultat est absurde. Le reste de la classe éclate en applaudissements. Même un Yu vaincu se joint à eux, reconnaissant que Lin Zishan est à un autre niveau. Shen Qinggan et Chu Rui célèbrent sa victoire en tant que gloire de Shanghai. Ignorant les éloges, Lin Zishan se concentre sur le prix. Il lève la main et demande au professeur Kai quand le prix de 8,88 $ des Nations Unies pour la première place sera distribué. Le professeur promet de l'envoyer plus tard, trouvant intérieurement étrange l'intense concentration de Lin Zishan sur l'argent. 1 heure plus tard, les résultats de l'examen de fusion génétique sont annoncés. Le professeur, Cai Yuanfei, lit les scores. Cette fois, le duo de Nanyuan n'a pas aussi bien performé. Lu Gang a obtenu 81 et Wang Xuji, 83. Bien que ce soit de bons scores, ils sont clairement déçus. En revanche, Shen Xingan obtient un excellent 78, la plaçant dans le top 5, et elle fête ça avec Chu Rui. Au grand choc de ses camarades de classe, Lin Zekin obtient une fois de plus un score parfait, remportant sans effort un autre prix. Cette deuxième victoire écrasante porte un coup dur à la confiance de Hu, Wang Shuji et Lu Gong, qui sont démoralisés. Incapables d'accepter leur défaite, Wang Shuji et Lu Gong se demandent comment quiconque pourrait obtenir la note maximale à un test aussi difficile, suggérant ouvertement que Lin Zishan devait connaître les réponses à l'avance. Le professeur, Cai Yuanfei, rejette immédiatement leur accusation, affirmant fermement que c'est impossible. Il explique qu'il a personnellement conçu chaque question et que les réponses ne sont pas disponibles en ligne, ce qui rend la triche impossible. Les deux restent sans voix. Leurs camarades de classe ne sont pas si gentils. Yu et Chu Rui rient, se moquant de Wang Shuji et Lu Gong pour être de mauvais perdants. Yu les qualifie de honte pour la ville de Nanyuan, et Chu Rui ajoute que les personnes laides et sans culture causent toujours le plus de problèmes. Après le déjeuner, l'examen pratique de survie en milieu sauvage commence. Le professeur, Shu Shanbei, explique que les récompenses sont les mêmes avec des prix en espèces pour les 3 premiers.
L'examen comporte 3 parties, l'escalade, la natation et l'allumage du feu par friction. Ayant été battus lors des tests académiques, Wang Chuaji dit à Lu Gong qu'ils doivent se racheter lors des examens pratiques. Lu Gong est d'accord, et tous deux regardent Lin Zishan, jurant de l'écraser et d'effacer leur honte. L'examen commence par l'escalade, où la vitesse détermine le gagnant. Comme prévu, les capacités physiques supérieures de Lin Zishan lui permettent de dominer facilement. Il escalade la paroi rocheuse avec une vitesse incroyable, laissant le duo de Nanyuan loin derrière pour s'assurer la première place. L'épreuve d'escalade aux arbres se termine de la même manière. Lin Zishan prend à nouveau la première place, tandis qu'un Wang Chuoji vaincu se plaint de ne même pas pouvoir voir son ombre. Alors que Lin Zishan excelle, il note que sa véritable préoccupation est pour Shen Qinggan. Comme il s'y attendait, elle a du mal avec l'escalade et termine dernière. Cependant, il n'est pas inquiet, sachant que son véritable talent est dans l'eau et confiant qu'elle retrouvera sa confiance pendant le segment de natation. Ensuite, il y a le segment d'allumage du feu. Avec ses yeux rivés sur l'argent du prix, Lin Zishan sait qu'il doit continuer à écraser le duo de Nanyuan. Il commence la tâche avec une concentration et une vitesse intense, réussissant à créer un feu en seulement 58 secondes. Wang Chuji et Lu Gong regardent avec une incrédulité totale, se demandant comment il peut être si rapide en tout, déconcerté par sa vitesse de main insensée. La dernière partie de l'examen de survie en milieu sauvage était la natation. Cette fois, c'était au tour de Shen Qinggan de briller. Puisant dans son affinité naturelle pour l'eau, elle a nagé avec une vitesse incroyable, écrasant facilement le duo de Nanyuan et portant un autre coup dur à leur confiance brisée. Wang Chuji a été laissé dans l'incrédulité, incapable de comprendre comment Shen Qinggan pouvait soudainement faire preuve d'une telle puissance explosive dans l'eau, concluant qu'il devait avoir des hallucinations. Après l'examen, Wang Chuji et Lu Gong, vaincus, restèrent silencieux un long moment. Cependant, leur silence ne dura que le temps du déjeuner. L'après-midi, l'examen final d'arts martiaux commença. Le professeur, Yao Yuanfeng, annonça qu'il était temps de tester leur progrès avec un concours de combat. Les 3 premiers recevraient des prix pour motiver la classe. Pour Wang Chuoji et Lu Gong, cela raviva leur espoir. Remplis de détermination, ils résolurent de reconquérir leur fierté. Ils pensaient que c'était un cours d'arts martiaux où la condition physique et la technique de combat comptaient vraiment. Ils croyaient que si Lin Zishan était faible en arts martiaux, ses autres notes n'avaient aucun sens. Avant le combat, le professeur fit passer à chacun un test physique en guise d'échauffement, mesurant leur sprint de 100 mètres, leur levée d'haltère à une main et leur saut vertical. Lin Zishan, se retenant pour ne pas être trop voyant, a tout de même fait une performance incroyable. Il a couru le 100 mètres en 7 secondes et 78 et a soulevé un haltère de 330 kg d'une seule main. Son saut vertical était de 2,18 mètres, et il a facilement pris la première place dans les 3 épreuves, en s'assurant de ne battre que légèrement le duo de Nanyuan. Ils furent une fois de plus laissés dans un état de choc total. Wang Chuaji ne pouvait pas comprendre comment Lin Zishan pouvait être plus rapide, tandis que Lu Gong était déconcerté par la façon dont quelqu'un qui n'avait pas l'air musclé pouvait être si fort. Essayant de se ressaisir, Wang Chuaji rappela à Lu Gong que l'échec au test physique ne signifiait pas qu'il perdrait au combat, car le vrai combat exigeait aussi de la technique. Ils se convainquirent que leur technique supérieure leur donnait une chance. Après le test, tout le monde s'est déplacé vers la zone de duel pour les combats. Désireux de terminer sa survie de l'objectif de la forme physique, Lin Zishan entra en premier dans le ring. Cependant, après son impressionnante démonstration, personne n'osa le défier. Même Wang Chuji et Lu Gong se retinrent pour observer d'abord. Voyant l'impasse, le professeur intervint. Il appela un étudiant nommé Lu Wei et lui ordonna de combattre avec Lin Zishan. Les deux se sont affrontés, mais le match était terminé avant qu'il ne commence. Pour gagner du temps, Lin Zishan y mit fin instantanément avec un seul coup de poing dévastateur qui envoya Lu Wei voler. Il accéléra ensuite le reste de ses adversaires, abattant tous les élèves de la classe avec la même efficacité brutale. En voyant cela, Wang Chuji et Lu Gong sont laissés dans un désespoir total. Wang Chuji réalise avec horreur que Lin Zishan est bien plus fort qu'il ne l'imaginait et qu'il ne se donnait probablement pas à fond pendant le test physique. Il se demande comment quiconque pourrait rivaliser avec un tel monstre. Alors que leur morale est au plus bas, Yu saute soudainement sur le ring en criant le nom de Liu Gang. Il pointe du doigt Liu Gang, déclarant qu'il s'est échauffé et qu'il est à son apogée, et le défie à un combat. Désireux d'évacuer sa frustration, Liu Gang accepte volontiers. Il se dit que s'il n'est peut-être pas confiant contre Lin Zishan, il peut certainement vaincre Yu et jure de l'aplatir en 30 secondes. Avec un cri de guerre, Yu se précipite en avant, et les deux s'affrontent dans un échange rapide de coups. Cependant, le combat est décidé par l'écart évident de leur puissance. Liu Gang attrape facilement le coup de pied de Yu, utilise sa force supérieure pour le faire pivoter et le jette hors du ring. Yu s'écrase violemment, vaincu et vomissant. Se tenant victorieux, Liu Gang regarde son camarade de classe vaincu. Il offre un compliment déguisé, reconnaissant que la technique physique de Yu est la meilleure de leur classe, mais concluant avec suffisance qu'il est toujours meilleur. Après sa victoire, Liu Gang se tourne pour voir Lin Zishan s'approcher. Lin Zishan lance calmement un défi pour qu'ils se battent. Intérieurement,
Il considère cela comme une occasion parfaite de progresser dans sa quête de réussite. Fort de sa victoire et débordant de confiance, Liu Gang sourit et accepte, déclarant qu'il n'a pas peur. Liu Gang passe immédiatement à l'offensive avec un coup de poing puissant. Cependant, l'écart entre leurs capacités est évident. Lin Zishan se déplace avec une vitesse fulgurante, évitant sans effort l'attaque et laissant des images rémanentes. Avant que Liu Gang ne puisse enregistrer ce qui s'est passé, Lin Zishan rencontre un coup de pied rapide. Le coup puissant frappe directement le dos de Liu Gang, et il est envoyé voler hors du ring, vaincu en un seul coup. Avec les deux membres du duo Nanyuan complètement vaincus, les autres élèves commencent à se moquer du dernier debout. Il crie à Wang Xuoji, lui demandant s'il va venger son frère tombé et lui disant que la fierté de Nanyuan repose désormais entièrement sur ses épaules. Il se moque, lui disant de ne pas se dégonfler. Agacé, Wang Xuoji ordonne à la foule de se taire, affirmant qu'il avait déjà prévu de se battre. Il se précipite sur le ring pour affronter Lin Zishan. Alors qu'il se tient devant son adversaire extrêmement puissant, il vole sa résolution, se disant que ce qui doit arriver arrivera, et qu'il doit trouver un moyen de le vaincre. Déterminé à gagner, Wang Xuoji crie qu'il va tout donner et se précipite sur Lin Zishan avec une attaque furieuse. Cependant, ses efforts sont vains. Lin Zishan arrête sans effort le coup de poing d'une seule main et contre avec un seul coup dévastateur qui envoie Wang Xuoji voler à l'envers. Il s'écrase violemment sur le sol du gymnase, assommé et écumant à la bouche, vaincu aussi facilement que tous les autres. Avec le duo Nanyuan éliminé, Lin Zishan procède à éliminer systématiquement le reste des garçons de la classe les uns après les autres avec la même efficacité sans effort. Après avoir vaincu tous les élèves masculins, il vérifie son système. Il note que selon les règles de l'objectif de la survie du plus apte, vaincre la même personne plusieurs fois ne compte qu'une seule fois. Cela signifie que ses seuls adversaires restants dans la classe sont les filles. Il se demande si l'une d'entre elles sera même disposée à se battre avec lui. À sa grande surprise, les filles sont plus que disposées. Une foule de ses camarades de classe féminine se rassemble, rougissant et faisant avec empressement des gestes de cœur, toutes voulant avoir une chance de le combattre. La première à se porter volontaire est Chu Yuton qui lève la main avec enthousiasme et le défie. Elle saute sur le ring et attaque avec une vitesse et une agilité surprenantes. Cependant, Lin Zishan est toujours à un autre niveau. Il esquive facilement son attaque, la laissant commenter son incroyable vitesse. Elle atterrit gracieusement, déçue d'être arrivée si près mais de ne même pas pouvoir l'attraper. De façon inattendue, après la défaite de Chu Yuton, les autres filles se portent également volontaires pour le défier une par une. Bien sûr, Lin Zishan se retient considérablement lorsqu'il affronte les filles. Son objectif principal n'est pas de leur faire du mal, mais simplement de gagner les matchs officiels et de terminer son objectif aussi rapidement que possible. Bientôt, Lin Zishan termine le combat avec toutes les filles de sa classe. Bien qu'il ait vaincu avec succès tous les élèves, il est encore loin d'avoir terminé sa tâche de réussite. Il est un peu déçu, mais son humeur change rapidement lorsque son professeur, Yao Yuanfeng, annonce soudainement de bonnes nouvelles. Le professeur félicite la classe et leur dit qu'en tant qu'étudiants d'élite, ils doivent apprendre à défier ceux qui sont au-dessus d'eux. Il annonce ensuite que dans un mois, leur classe défiera la classe régulière la plus forte de la deuxième année, et il s'attend à ce qu'ils soient prêts. Lin Ziqin, qui était juste frustré par le manque d'adversaires pour accélérer sa survie de l'objectif du plus apte, est rempli de joie. Un nouveau match a été livré directement à sa porte, une véritable bénédiction. Après que le professeur ait renvoyé la classe, Liu Gang, nouvellement humilié, s'approche de Lin Zishan. Il admet avoir sous-estimé l'école et déclare qu'à partir de maintenant, il considérera Lin Zishan comme son rival pour les 3 prochaines années. Lin Zishan se rend compte qu'avec le plan du professeur de constamment défier d'autres classes, réaliser son objectif en un an pourrait ne pas être impossible. Wang Xuoji le confronte également, jurant de laver l'humiliation de sa défaite avant qu'il ne soit diplômé. Lin Ziqin, cependant, est plus concentré sur les avantages pratiques. Il calcule qu'il a gagné plus de 3000 yuan grâce au seul prix de l'examen. Cela l'excite car il peut maintenant utiliser cet argent pour acheter plus de viande de bête. Il serre le poing en ignorant complètement le duo non-yuan qui sont laissés fumant de sa révocation arrogante. Cette nuit-là, de retour dans sa chambre, il considère sa situation financière. Bien qu'il ait gagné de l'argent grâce aux récompenses, il est encore loin d'être suffisant pour acheter toute la viande de bête dont il a besoin. Pour gagner plus d'argent, il décide de suivre les traces de ses parents et s'inscrit comme auteur de romans web, commençant son parcours d'écriture. Grâce à sa racine céleste de sagesse, son écriture est exceptionnelle. Le lendemain matin, il trouve une invitation de contrat de la plateforme Huewen dans ses messages. Après avoir signé le contrat, une nouvelle de ce jour attire son attention. Le reportage parle d'un incident terrifiant survenu il y a à peine 2 heures. Un rat mutant géant avait attaqué une installation d'entreposage frigorifique de viande congelée à la périphérie de la ville. Le reportage détaille l'horrible attaque. Le rat mutant mesurait plus de 5 mètres de long et était si puissant qu'il a mordu un cyborg intervenant en deux. Dans un acte désespéré final, le cyborg capturé a activé son cœur d'énergie de secours caché pour s'autodétruire, emmenant l'ennemi avec lui. L'explosion qui a suivi a été massive, faisant exploser le rat mutant géant en morceaux sur place. En lisant les nouvelles,
Lin Zishan est horrifié. Il fixe une image d'un rat monstrueux, se demandant avec une crainte croissante combien d'autres de ces rats mutants géants sont cachés dans la ville de Shanghai. Il se demande également où de telles créatures énormes pourraient bien se cacher. Le jour de la séance de combat contre la classe régulière la plus forte de la deuxième année arrive, et les étudiants se rassemblent au gymnase Shanghai High. Avant le match, le professeur Yao Yuanfeng tient une réunion de stratégie avec ses meilleurs combattants. Il les avertit que même si leurs meilleurs combattants sont forts, la classe adverse est globalement plus forte et utilisera probablement des tactiques défensives pour les épuiser. Il leur ordonne de terminer leur combat le plus rapidement possible. Au moment où la réunion est terminée, Lin Zishan se précipite vers le ring, désireux de vaincre autant de nouveaux adversaires que possible pour compléter son objectif de survie du plus apte. Il se porte volontaire pour y aller en premier. Son adversaire, une grande fille aux longs cheveux blonds de la classe de deuxième année, entre dans le ring. Voyant contre qui elle se bat, elle se plaint immédiatement à son professeur, soulignant que la classe d'élite a envoyé son combattant le plus fort en premier. Elle prétend qu'elle est l'élève la plus faible de sa propre classe et se demande comment elle est censée le combattre. En entendant cela, le professeur Yao Yuanfeng se précipite vers le professeur adverse, un homme plus âgé qu'il appelle frère Feng. Il l'accuse avec colère de briser les règles tacites du combat de classe, qui dictent que les élèves les plus faibles doivent se battre en premier. Il exige de savoir pourquoi l'autre professeur a envoyé son élève le plus fort se battre lors du premier match. Pour régler le différend, le professeur Yao ordonne à Lin Zishan de descendre de la scène, lui disant qu'il peut y aller plus tard et de laisser les élèves les plus faibles y aller en premier. Lin Zishan accepte à contre-cœur et descend. Le professeur pointe ensuite Zhang Yijia et lui dit d'y aller en premier, mais elle est prise au dépourvu et proteste qu'elle n'est pas prête. Voyant une opportunité, Shen Qing'an s'avance. Elle se porte volontaire pour se battre, disant au professeur Yao que puisqu'elle est la plus faible, elle devrait être la première à y aller. Shen Qing'an entre nerveusement dans le ring pour affronter la grande fille blonde, clairement intimidée. De la ligne de touche, ses camarades de classe, dont Churui et Heiyu, commencent à applaudir bruyamment, criant des encouragements pour leur ami, Anan. Cependant, la pression soudaine ne fait que rendre Shen Qing'an encore plus nerveuse. Le match commence, et la blonde attaque immédiatement avec un coup de poing puissant, que Shen Qing'an parvient à bloquer. Bien qu'elle soit dépassée, Shen Qing'an est déterminée. Elle sait qu'elle ne peut pas gagner, mais décide de tenir le plus longtemps possible, adoptant une stratégie purement défensive pour drainer l'endurance de son adversaire. Son plan s'avère étonnamment efficace. 3 minutes plus tard, la blonde respire fortement, surprise par l'endurance de Shen Qing'an. Elle se rend compte que si le combat continue, elle manquera d'endurance et décide qu'elle doit terminer le match rapidement. Elle se précipite en avant avec un coup de poing décisif final. Le coup atterrit, et Shen Qing'an est assommée au sol, vaincue. Alors qu'elle se relève, elle est visiblement gênée. Le professeur, Yao Yuanfeng, loue sa performance. Il lui fait un signe de pouce levé, lui disant qu'elle a fait du bon travail et que sa stratégie défensive était très intelligente. Lin Zishan la réconforte également, lui tapotant doucement la tête. Il lui dit qu'elle a bien fait, qu'elle a duré plus de 3 minutes contre une aînée avec une année supplémentaire d'entraînement et qu'elle a fait de grands progrès. Rassuré, Shen Qing'an le regarde avec un sourire heureux. Suite à la défaite de Shen Qing'an, une autre camarade de classe aux cheveux bruns de la classe d'élite entre dans le ring. Voyant que son adversaire aîné est à court d'endurance après le match précédent, elle voit une opportunité et se précipite pour attaquer. Elle lance un coup de pied puissant, mais l'aîné plus expérimenté esquive facilement le coup et contre-attaque avec un coup de poing rapide au visage. La fille aux cheveux bruns est rapidement maîtrisée et épinglée au sol où elle crie de douleur et est forcée de se rendre. Debout au-dessus de son adversaire vaincu, l'aîné demande moqueusement si elle méprisait la classe régulière en chargeant si imprudemment. Elle continue de se moquer de la fille, lui disant que même si elle n'a pas son talent, elle s'est entraînée pendant une année entière de plus. Elle la renvoie, lui disant de revenir se battre après s'être entraînée pendant une autre année. Juste à ce moment-là, Churui s'avance. Remplie de détermination, elle déclare qu'elle vengera Shen Qing'an et écrasera l'aîné. Churui s'avère être une combattante redoutable. Elle bat facilement son adversaire aîné avec un seul coup de poing puissant. De la ligne de touche, Shen Qing'an applaudit avec enthousiasme, criant à quel point Churui était incroyable. Lin Zishan dit à Churui qu'elle était incroyable aussi, expliquant que la victoire de Churui n'a été facile que parce que l'endurance de Churui d'abord. Churui sourit joyeusement. 2 heures plus tard, la séance de combat continue, et la classe d'élite a égalisé le score. Le professeur Yao Yuanfeng s'approche du professeur de deuxième année, frère Feng, et le nargue, soulignant que sa classe n'a plus que 4 combattants et qu'il est convaincu que sa classe remportera le pari. Cependant, il se tourne ensuite vers ses élèves et les avertit de ne pas se relâcher. Il déclare que la véritable force de leur classe réside dans leurs 4 meilleurs combattants, Lin Zishan, Wang Xuji, Lu Gong et Heiyu. La vraie confrontation ne fait que commencer. Suite à la déclaration de son professeur, Heiyu reçoit l'ordre de monter ensuite. Il fait craquer ses doigts avec un regard déterminé et entre dans le ring avec une pose dramatique de martèlement au sol. Il prend une posture de combat et demande théâtralement à son adversaire aîné s'il est prêt à affronter ses poings, qu'il prétend avoir soif de bataille. L'aîné,
un garçon aux cheveux bruns, sourit et dit à Yu de ne pas être si enfantin et trop dramatique. Agacé, Yu attaque immédiatement avec un coup de pied rapide, envoyant le senior s'écraser au sol, vaincu. Debout au-dessus de son adversaire tombé, Yu se moque de lui, se demandant où il a trouvé la confiance nécessaire pour se montrer si dur avec un niveau de compétence aussi faible, et le traitant de déchet. Alors que Yu célèbre sa victoire, un autre senior plus redoutable avec des cheveux teintés de violet entre dans le ring. Il regarde Yu avec colère, le traitant d'arrogant pour ses railleries. Le senior se lance immédiatement avec un coup de poing puissant, jurant d'enseigner à son jeune adversaire un peu d'intensité. Au grand choc du senior, Yu se déplace avec une vitesse incroyable, esquivant sans effort l'attaque. Yu contre alors avec un coup de pied puissant qui envoie le senior voler, l'assommant. Voyant sa victoire impressionnante, Chorui et Sheng Xing un éclat de joie, encourageant Yu. Stimulé par son succès, Yu entame une incroyable série de victoires, battant plusieurs autres adversaires en succession rapide. Après avoir vaincu 5 combattants consécutifs, Yu se tient épuisé, respirant fortement. Malgré sa fatigue, il prend un visage courageux et crie avec défi pour le prochain adversaire, se vantant qu'il peut encore en affronter 10 autres. Cependant, il est clair qu'il est à court d'énergie. Son parcours impressionnant se termine lorsqu'il est vaincu par son 6e adversaire. Avec Yu éliminé, la situation semble désespérée pour la classe d'élite. Il ne leur reste plus que 3 combattants, tandis que la classe de 2e année compte encore 13 membres. Avec la défaite de Yu, Wang Shuji est le prochain. Il libère toute sa puissance, entamant une incroyable série de victoires et battant à lui seul 10 adversaires dans un déluge de coups de pied et de poings furieux. Cependant, la longue série de batailles fait des ravages. Lors de son 11e match, Wang Shuji finit par manquer d'énergie et est vaincu. Après lui, Lu Gang, qui élimine rapidement 2 autres des meilleurs combattants de l'équipe adverse en moins de 10 minutes. Avec leurs adversaires réduits à leur dernier combattant, le professeur Yao Yuanfeng suggère avec suffisance que le professeur de 2e année, Frère Feng, devrait simplement se rendre. Frère Feng, cependant, reste imperturbable. Il sourit et appelle son dernier étudiant, Wang Jinet, lui disant que c'est son tour. Un nouveau challenger s'avance, un énorme étudiant en surpoids qui domine Liu Gang. Malgré la taille intimidante de son adversaire, Liu Gang n'est pas impressionné. Le considérant comme un simple gros un peu plus grand, il se précipite à l'attaque, confiant qu'il peut le battre. Il assène un coup de poing puissant sur le ventre massif de Wang Jinet, mais à son choc, le coup n'a aucun effet. Il a l'impression d'avoir frappé du caoutchouc solide. Il essaie à nouveau, déclenchant un barrage rapide de coups de poing, mais toutes ses attaques sont absorbées sans danger par l'épaisse couche de graisse de son adversaire. Bientôt, Lu Gang est essoufflé et épuisé, réalisant que ses attaques sont inutiles. Son adversaire, qui n'a pas bougé d'un pouce, le regarde avec une expression calme. Il demande si Lu Gang a terminé parce que c'est maintenant son tour. Avant que Lu Gang ne puisse réagir, Wang Jinet l'attrape par le cou avec une force incroyable. D'un seul mouvement sans effort, il jette Lu Gang hors du ring, assurant la victoire et ne laissant qu'un seul combattant à la classe d'élite. Stupéfait par un combattant aussi puissant, le professeur Yao Yuanfeng s'exclame qu'il ne se souvient pas que la classe de 2e année est un étudiant aussi fort. Le professeur adverse, Frère Feng, sourit et explique que Wang Jinet est un nouvel étudiant transféré qui vient d'arriver ce semestre. Il rappelle ensuite avec suffisance au professeur Yao leur pari, lui disant qu'il semble qu'il va perdre et devra payer le dîner pour toute la classe adverse. Réalisant qu'il a été dupé par l'arme secrète de son rival, le professeur Yao serre le point de frustration, craignant que même Linzichan ne puisse vaincre ce monstre. Malgré ses doutes, il prend un visage courageux pour son dernier étudiant. Il pose une main sur l'épaule de Linzichan et lui dit que c'est son tour, l'encourageant à faire de son mieux et à ne pas trop s'inquiéter de la victoire car l'expérience sera précieuse. Linzichan sourit simplement et rassure son professeur qu'il gagnera, le laissant sans voix. Alors que Linzichan entre dans le ring, Wang Jinet le regarde de haut, peu impressionné. Il considère son adversaire comme étant plutôt faible pour être la finale de sa classe. Depuis la ligne de touche, Shen Qinggan, Xiaorui et les autres filles de la classe d'élite lancent des insultes à Wang Jinet, le traitant de gros arrogant et encourageant Linzichan à donner une leçon au cochon mort. Agacé par les railleries, Wang Jinet décide d'offrir un handicap. Il dit à Linzichan qu'il restera immobile et lui permettra de lui donner 10 coups gratuits. Il explique qu'il ne veut pas que Linzichan et ses petites fans se plaignent plus tard qu'il ne faisait qu'intimider un adversaire plus petit. Linzichan accepte volontiers l'offre. Wang Jinet lui dit de venir à lui avec toute sa puissance. Sans hésitation, Linzichan lance un seul coup de poing dévastateur à l'estomac massif de son adversaire. La force du coup est si immense qu'elle envoie l'énorme Wang Jinet tourner dans les airs avant qu'il ne s'écrase violemment sur le sol, assommé. Les deux classes sont laissées dans un silence stupéfait qui est rapidement brisé par une énorme acclamation larmoyante de la classe d'élite alors qu'ils célèbrent l'incroyable victoire de Linzichan. Quelques instants plus tard, Wang Jinet commence lentement à reprendre conscience, complètement désorienté. Il se demande avec difficulté où il est et ce qui vient de se passer, marmonnant que le résultat était complètement illogique et non scientifique. Après la victoire de Linzichan, le professeur de 2e année approche Yao Yuanfeng,
le professeur de la classe d'élite. Il remarque à quel point Lin Zishan était puissant, comparant sa victoire en un seul coup de poing sur Wang Jinei à un ancien prodige nommé Wu Tianqing. Yao Yuanfeng répond que bien que Lin Zishan soit fort, il n'est pas encore au niveau de Wu Tianqing, expliquant que Wu Tianqing était un monstre qui terrifiait le directeur en première année. Entendant le nom, Lin Zishan s'approche et demande à ses professeurs qui est Wu Tianqing. Yao Yuanfeng explique avec enthousiasme que Wu Tianqing était un étudiant légendaire d'il y a quelques années. En première année, il a vaincu à lui seul toute la classe d'élite de troisième année, choquant les chefs d'établissement. Le professeur continue en énumérant les statistiques incroyables de Wu Tianqing en première année, un sprint de 100 mètres en 6 secondes 12, un saut vertical de 3,96 mètres et un levage de barre à une main de 650 kg. Il demande à Lin Zishan s'il est impressionné. Lin Zishan sourit nerveusement et admet qu'il est un peu impressionné. Cependant, il pense intérieurement que les exploits de Wu Tianqing n'étaient qu'au niveau de la force qu'il possédait pendant ses vacances d'été en 6e année. Ce soir-là, la classe célèbre sa victoire dans un restaurant. Le professeur Yao Yuanfeng lève un soda pour un toast. Il annonce joyeusement que parce que Lin Zishan a assuré leur victoire, le professeur de 2e année a dû honorer leur pari et payer le festin de tout le monde. Toute la classe lève ses verres, applaudissant la performance de Lin Zishan. Pendant le dîner, Lin Zishan est entouré de ses camarades de classe, dont Hui et Churui, maintenant célèbres à l'école. Ils sont tous impatients de connaître ses secrets d'entraînement et de l'ajouter sur Wecha. Lin Zishan trouve cette nouvelle attention un peu étrange. Au milieu du chaos, il observe que Shen Qinggan n'a pas changé. Inquiète qu'il ne puisse pas manger, elle met discrètement de la nourriture dans son assiette. Pendant la célébration, Shen Qinggan a soudainement une expression choquée. L'air troublé, elle dit rapidement à Lin Ziken qu'elle doit aller aux toilettes et s'enfuit. Alors qu'elle part, Lin Ziken note que si certaines choses changent, son envie d'uriner lorsqu'elle est nerveuse ou excitée est restée la même. Aux toilettes, deux de leurs camarades de classe bavardent. L'une se plaint de la façon dont Shen Qinggan s'extasie devant Lin Zishan comme une servante, versant toujours ses boissons et épluchant ses crevettes. L'autre est d'accord, se demandant comment quelqu'un avec le manque de force de Shen Qinggan aurait pu entrer dans la classe d'élite si ce n'était pas pour être son sycophante. Elle ajoute cruellement que leur relation ne durera pas car la différence dans leur capacité est destinée à les séparer. Inaperçue, Shen Qinggan entend toute leur conversation et est visiblement blessée. Au lieu de se cacher, elle les affronte. Avec une détermination nouvelle, elle dit fermement aux filles surprises qu'elle n'est pas une lèche-botte. C'est son amie d'enfance. Plus tard ce soir-là, alors qu'ils rentrent chez eux, Lin Zishan remarque qu'elle semble abattue et lui demande si quelque chose ne va pas. Le regard triste, Shen Qinggan se confie à lui. Elle explique que sa mère a toujours dit qu'elle finirait par arrêter de faire pipi au lit. Cependant, elle révèle avec frustration que même maintenant, elle doit encore porter des couches pour dormir chaque nuit. En le regardant, elle dit qu'elle se sent handicapée, comme si elle ne pouvait même pas contrôler sa propre vessie. Lin Zishan regarde Shen Qinggan, bouleversée, et lui dit fermement qu'elle n'est pas handicapée. Il pose doucement ses mains sur ses épaules pour la réconforter, expliquant que son incapacité à contrôler sa vessie est en fait un super pouvoir qui ne s'est pas encore pleinement développé. Shen Qinggan lève les yeux, rempli d'espoir, se demandant si c'est vraiment un super pouvoir. Lin Zishan confirme, lui disant que son talent naturel dans l'eau est une manifestation de ce pouvoir. Intrigué, Shen Qinggan demande si ses propres capacités incroyables sont aussi dues au fait qu'il a un super pouvoir. Lin Zishan répond avec assurance que, oui, tout comme elle, il a aussi un super pouvoir. Excité par cette idée, Shen Qinggan se demande quel genre de pouvoir elle pourrait avoir. Lin Zishan la rassure en lui disant que ce sera certainement un pouvoir très puissant. Cependant, leur chemin est bloqué. Une équipe spéciale en équipement de protection isole un bâtiment, et un officier avec un mégaphone ordonne au public de se tenir à l'écart pendant qu'ils exterminent les rats. Leur attention est attirée par le chaos à l'intérieur. Un homme en tablier balance frénétiquement un balai sur un essaim de gros rats, essayant de repousser les exterminateurs. Il hurle aux officiers d'arrêter, les suppliant de ne pas tuer ses frères. Son visage se tord de douleur et de rage alors qu'il continue de crier. Consumé par la fureur, l'homme charge les officiers en hurlant qu'il se battra jusqu'à la mort. En regardant la scène, Shen Qinggan demande à Lin Zishan si l'homme est devenu fou. Lin Zishan est d'accord, suggérant qu'il pourrait être malade mental, bien qu'il trouve la situation pitoyable. Il lui dit que c'est juste comme ça pour certaines personnes et qu'il devrait rentrer chez eux. Plus tard dans la nuit, chez Lin Zishan, lui et ses parents regardent un reportage troublant. Le présentateur annonce qu'une jeune enseignante a disparu la semaine dernière et n'a toujours pas été retrouvée. Sa mère, Zhan Wangshan, exprime son alarme, notant que c'est la 4e jeune femme à disparaître ce mois-ci. Son père, Lin Yansheng, la corrige en disant que c'est la 5e. Le reportage continue en montrant des photos des femmes disparues, toutes jeunes et attirantes. Il lance un avertissement au public aux jeunes femmes pour qu'elles évitent de sortir seules la nuit. Inquiète, Zhan Wangshan dit à son fils qu'il ne doit laisser Shen Qinggan aller nulle part seul. Lin Zishan sourit et promet de veiller sur elle. Pendant ce temps, dans un bureau de sécurité publique de la ville de Shanghai, l'homme du marché a été placé en détention. Un médecin en blouse de laboratoire parle avec un policier.
L'officier demande l'avis du médecin, se demandant si l'homme est malade mental. Le médecin répond qu'il n'en est pas certain, expliquant qu'il a essayé de communiquer avec le suspect, mais que l'homme est resté complètement silencieux. L'officier trouve cela étrange, disant que l'homme criait sans arrêt au marché plus tôt. Soudain, les yeux de l'officier s'écarquillent avec une réalisation terrifiante. Lui et le médecin tournent la tête pour regarder l'homme qui est maintenant courbé, entouré d'une aura sombre et menaçante. Sous leurs yeux horrifiés, l'homme commence à se transformer, mutant en un monstrueux rat aberrant géant. Alors que la créature grandit, l'officier terrifié hurle dans sa radio, appelant frénétiquement des renforts et demandant une équipe de cyborgs, criant que la personne dans la salle d'interrogatoire se transforme en une bête aberrante géante. Le rat aberrant géant se déchaîne. Une escouade de police ouvre le feu, mais les balles le ralentissent à peine. Alors que les officiers se retirent, une femme officier signale que le quartier général a confirmé que tous les cyborgs sont déployés sur d'autres missions. Le directeur ajoute avec tristesse que le soutien n'arrivera pas avant 10 minutes, et que leurs munitions ne dureront pas aussi longtemps. Réalisant qu'ils ne peuvent pas le combattre de front, le directeur ordonne à son équipe de monter dans leur voiture. Leur nouveau plan est d'attirer le monstre dans la banlieue pour gagner du temps. La femme officier saute dans un fourgon de police et démarre le moteur, tandis qu'un autre officier se prépare à l'intérieur. Ils traversent la ville à toute vitesse avec le rat géant à leur trousse, bondissant entre les bâtiments. La femme officier les exhorte à aller plus vite pour donner plus de temps aux cyborgs. Le fourgon dévale une route de montagne et pénètre dans un tunnel, mais la bête est implacable. Il réduit la distance avec un rugissement terrifiant, sa gueule massive remplie de dents ouvertes. Le monstre percute l'arrière du fourgon, lui faisant perdre le contrôle, basculer violemment dans les airs et s'écraser. À l'intérieur du fourgon renversé, la femme officier est suspendue la tête en bas, blessée. Avec un regard de désespoir, elle pense qu'en fin de compte, ils n'ont toujours pas réussi. Juste au moment où le rat aberrant géant rugit de triomphe au-dessus du fourgon détruit, une explosion massive l'engloutit. L'aide est arrivée. Une femme cyborg avec des cheveux courts violets et une armure élégante. Flottant dans les airs, elle verrouille et lance un barrage de puissants missiles violets. Les projectiles s'écrasent sur le monstre, créant une série d'explosions ardentes alors qu'elle donne l'ordre de tuer. Après que la fumée se soit dissipée, le cyborg atterrit sur la route remplie de cratères. Elle trouve un grand tunnel et réalise que le rat s'est échappé en creusant son chemin, notant que les bêtes semblent devenir plus intelligentes. Cependant, elle voit de la chair déchiquetée et du sang sur le sol et en conclut que la créature est gravement blessée et n'a pas pu aller loin. Elle décide qu'elle a de bonnes chances de le traquer. La scène se déplace sur la ligne d'horizon de la ville à 3 heures du matin. Dans sa chambre, Linzéachin est à son ordinateur, non pas en train de s'entraîner, mais d'écrire. Il réfléchit à ses progrès en tant qu'auteur de romans en ligne. Il a écrit quotidiennement pendant plus d'un demi-mois, et son roman compte maintenant près de 200 000 mots. Plus important encore, ses revenus payés ont déjà dépassé 10 000 lorsqu'il pense au potentiel futur du roman, notant qu'il est encore dans la période du nouveau livre. Il se demande avec impatience combien d'argent il gagnera une fois qu'il sera officiellement lancé. Trop excité par les revenus de son roman pour dormir, Linzéquin décide de s'entraîner. Il trouve une ruelle déserte et non surveillée pour tester ses récents efforts. Alors qu'il s'entraîne, il est satisfait de ses progrès. Son temps de sprint de 100 mètres est tombé à un incroyable 3,43 secondes, et son saut vertical a atteint 7,22 mètres. Il pense que s'il continue à s'améliorer à ce rythme, il finira par atteindre un corps sain. Son entraînement est interrompu par un bruit de rongement inquiétant. Il se tourne et voit une silhouette sombre accroupie dans un coin sombre. La silhouette est une créature grotesque ressemblant à un rat, un homme-souris. Il est en train de dévorer un bras humain. Remarquant Linzichen, la créature implore pour sa vie, demandant pardon, et expliquant qu'elle avait juste trop faim. Elle promet étrangement qu'une fois rassasiée, elle viendra présenter ses respects chaque année. Linzichen regarde avec horreur, reconnaissant la créature comme un homme-souris. Il relie immédiatement cet endroit au reportage sur le rat mutant géant qui s'est échappé. Il se demande avec une crainte naissante si cette créature est cette même bête, maintenant sous une forme plus humanoïde, mais non moins monstrueuse. Réalisant le danger extrême, Linzichan décide qu'il doit informer la police. Cependant, alors qu'il se tourne pour partir, l'homme-souris panique en pensant qu'il a son prochain repas. Il balbutie qu'il n'a pas besoin de le manger et peut aller trouver d'autres à dévorer à la place. Avant que Linzichan ne puisse réagir, la créature passe à l'action. Elle saute des murs de l'allée avec une vitesse aveuglante, ricochant d'un côté à l'autre dans une série de sauts rapides comme l'éclair. L'homme-souris se jette sur lui, criant qu'il veut manger de la chair humaine alors que la faim l'emporte sur sa peur. L'attaque est si rapide que Linzéquin réalise qu'il n'y a pas le temps d'esquiver. Sans autre option, il affronte le monstre de front. Alors que la créature se rapproche, Linzéchan répond à sa charge avec un seul coup de pied dévastateur à la mâchoire. L'impact envoie l'homme-souris tournoyer dans les airs avant qu'il ne s'écrase violemment au sol. La bête se relève difficilement, serrant sa poitrine ensanglantée. Elle regarde Linzichen avec incrédulité, se demandant comment un étudiant d'apparence faible pouvait posséder une telle force écrasante. Étonné et blessé, l'homme-souris regarde Linzéchin, choqué par sa puissance inattendue. Avant qu'il ne puisse se rétablir, une pierre vole soudainement dans les airs et s'écrase sur sa tête.
Saisissant l'avantage, Lin Zishan ne donne aucune chance au monstre de riposter. Il déclenche une tempête furieuse de pierres, les lançant avec une vitesse et une précision incroyables. L'homme-souris est complètement dépassé par l'assaut incessant, incapable de se défendre alors que les pierres martèlent son corps. Après quelques instants, l'attaque cesse. Lin Zishan se tient au bout de l'allée, respirant fortement. Il regarde l'endroit où la créature est tombée, remarquant qu'elle ne bouge plus. Il s'approche prudemment et découvre que son attaque a été plus dévastatrice qu'il ne l'imaginait. L'homme-souris est anéanti, réduit à un tas fumant de restes squelettiques. Se demandant si la créature était vraiment morte, Lin Zishan touche le tas d'os. Une vague d'énergie bleue se déverse en lui, et une notification du système confirme qu'il a dévoré une trace de la source de vie du rat mutant géant, augmentant la progression de son codex à 7%. Il est déçu de n'absorber que 2% cette fois par rapport aux 5% du cadavre brûlé. Il théorise que la différence est due à la quantité variable de gènes de roi rat que chaque hérétique avait consommé. Réalisant qu'il était presque le matin et qu'il était dangereux de rester, il rentre chez lui. Quelques instants après son départ, la cyborg aux cheveux violets atterrit dans l'allée vide. Elle se tient au-dessus des os fumants, se demandant qui aurait pu tuer l'homme rat. La scène se déplace vers un bâtiment sombre où un rituel sinistre a lieu. Un cultiste encapuchonné transporte une femme inconsciente vers un grand cercle d'invocation rougeoyant. Il la place au centre et s'agenouille, l'offrant à son seigneur du rat pour qu'il en profite. De l'obscurité, des yeux rouges menaçants à lentilles multiples le fixent en retour. Une voix profonde et en colère demande pourquoi il n'y a qu'une seule femme, accusant le cultiste d'essayer de l'affamer. La voix se plaint que l'offrande ne soit même pas une bouchée et menace de faire du cultiste une partie du sacrifice. Le cultiste se prosterne de terreur, suppliant désespérément d'expliquer. Toujours au sol, le cultiste terrifié explique que les jeunes femmes sont devenues prudentes ces derniers temps, sortant rarement la nuit et voyageant toujours en groupe, ce qui les rend difficiles à capturer. Le dieu rat massif et ombrageux le domine, sa voix profonde ordonnant que si les femmes sont trop difficiles, il devrait plutôt attraper de jeunes hommes. Le cultiste accepte immédiatement. Soudain, un gros morceau sanglant de viande crue est jeté sur le sol. Le cultiste s'en empare avidement et commence à le dévorer cru, remerciant son seigneur dieu rat pour la bénédiction. Pendant qu'il mange, le rituel atteint son point culminant horrible. Des tentacules rouges massifs émergent du cercle d'invocation, s'enroulant autour de la femme inconsciente et la soulevant dans les airs. La gueule monstrueuse aux yeux multiples du dieu rat s'ouvre grand et la dévore entière. Des bruits de mastication et de craquement résonnent dans tout le bâtiment. Après son repas, le seigneur dieu rat donne un dernier ordre glaçant. Il dit aux cultistes de ne pas capturer des gens ordinaires la prochaine fois, se plaignant que leur viande est trop amère. L'entité déclare qu'elle veut manger des nobles qui vivent dans le luxe, croyant que leur viande sera plus tendre. Pour aider Shen Qing'an à améliorer ses notes en arts martiaux, Lin Zishan organise des séances d'entraînement spéciales avec elle chez elle. Pendant une session, il agit comme son entraîneur personnel, corrigeant sa forme. Il ajuste son bras, sa posture et ses épaules, expliquant comment générer plus de puissance et maintenir un meilleur équilibre. Une fois sa posture corrigée, il lui dit de l'attaquer de toutes ses forces. Elle se jette sur lui avec un coup de poing déterminé. Lin Zishan attrape facilement son poing, la félicitant pour l'angle précis et la puissance améliorée. Il attrape également son coup de pied de suivi, soulignant un défaut dans sa forme et démontrant la technique correcte en déplaçant physiquement sa jambe dans la bonne position. Après la session intense, une Shen Qing'an épuisée et en sueur s'effondre sur le sol. Elle reprend son souffle, lui disant que même si elle est épuisée, elle peut sentir que sa force en arts martiaux s'est véritablement améliorée. Toujours agenouillée sur le sol, une Shen Qing'an motivée dit à Lin Zishan que s'entraîner 3 fois par semaine ne suffit pas et demande s'ils peuvent le faire tous les jours. Lin Zishan lui dit que ce n'est pas nécessaire, expliquant que son corps ne pourrait pas supporter un régime quotidien de haute intensité. Shen Qing'an est d'accord et décide de s'en tenir à leur emploi du temps actuel. Juste à ce moment-là, le téléphone de Lin Zishan vibre. Alors qu'il le sort, Shen Qing'an se penche avec curiosité, demandant s'il s'agit d'un reportage spécial. Il regarde l'écran et voit 2 gros titres. Le premier annonce que la Jishin Corporation fournira un traitement gratuit aux anciennes filles prodiges mécaniques devenues handicapées par des modifications mécaniques précoces. Le deuxième reportage, plus choquant, révèle qu'un génie de l'université de Pékin a réussi à fusionner avec le gène d'une bête araignée aux 1000 fils, battant le record de la personne la plus jeune à subir une double fusion de gènes. Les yeux de Lin Zishan s'écarquillent en lisant la deuxième histoire, réalisant immédiatement que ce génie doit être le même prodige de la capitale avec lequel il est en compétition depuis des années. La plupart des gens ne peuvent pas subir de fusion de gènes avant l'âge adulte car un corps plus jeune ne peut pas supporter le contre-coup des gènes de bête et risque de graves mutations. Cependant, ce prodige a maintenant subi avec succès une deuxième fusion de gènes à l'âge de 18 ans. Lin Zishan se demande quel est l'incroyable talent physique du prodige et se demande si la fusion de gènes est en effet le meilleur chemin vers la puissance.